Bonus. Trax. 13 ans après l'original et 3 ans après son annonce, Space Marine 2 a débarqué sur nos consoles et PC avec la brutalité et la subtilité d'un assaut lancé depuis des modules d'atterrissage. Quelques semaines plus tard, et pas moins de 4,5 millions d'exemplaires vendus à travers le monde pour le titre de Saber Interactive et Focus Entertainment, il était temps pour le Len Rider de vous livrer sa bafouille sur un jeu qui a fait beaucoup, mais alors beaucoup, parler de lui. Bonjour à toutes et à tous, c'est le produit Warhammer le plus chaud du moment et ce n'est pourtant ni une figurine, ni un pot de peinture et encore moins une nouvelle édition, quoique nous ne pouvions pas échapper à Space Marine 2 et pour en parler avec moi, celui qui partageait déjà quelques heures de jeu avec moi sur le premier Space Marine lors de soirées fiévreuses endiablées où on s'affrontait pour les meilleures pièces d'armure, j'ai nommé le frère de bataille Raphaël. Comment va-t-il ? Eh bien écoute, il va bien, il est paré au combat. Eh bien, ça me fait plaisir, parce que nous avons beaucoup de choses à voir aujourd'hui, puisque on va, alors premier disclaimer, spoiler complètement la campagne potentiellement de Space Marine 2, mais l'aborder effectivement sous l'angle de joueurs de jeux vidéo, mais également de fans, de hobbyistes, fans de Warhammer 40 000 spécifiquement. Donc, en principe, vous risquez d'en avoir pour votre argent, si j'ose dire, au niveau analyse. Et par ailleurs, nous serons accompagnés de ma déformation professionnelle, troisième invité de ce podcast, puisque ce qui a aussi changé depuis le premier jeu, c'est que je suis devenu développeur de jeux vidéo et spécifiquement narrative designer, c'est-à-dire plus ou moins scénariste pour ce média. Donc ajouter à cela plus de 15 ans de hobby qu'on a, Raphaël, alors pas mis bout à bout, c'est-à-dire chacun plus de 15 ans. Oui, donc 30 ans voilà, bien passé. On a notre âge en hobby, et ben vous aurez un cocktail assez explosif pour ce 42e épisode qui risque de nous péter à la gueule, vous allez bien le voir, ou plutôt l'entendre, devrais-je dire. Et en guise d'amuse-gueule, mon cher Raphaël, je voulais te demander, c'était quoi tes souvenirs du premier Space Marine, ce qui représente pour toi, à la fois peut-être en tant que joueur et aussi en tant que hobbyiste ? Alors moi, le premier Space Marine, c'est marrant parce qu'il n'a pas eu un gros impact pour moi, parce qu'il était sorti dans une période où j'étais un peu moins dans le hobby. Et en plus de ça, à cette époque-là, si ma mémoire est bonne, je jouais Tyrannid. Donc c'était pas le bon épisode. C'était pas le bon épisode. Et en fait, en plus, il est sorti à un moment donné. Donc moi, je l'avais eu sur Xbox 360. Et il est sorti à un moment donné, voilà, où je consommais énormément de jeux vidéo, par contre. Et je jouais encore pas mal au MMORPG, notamment. Donc si tu veux un third-person shooter d'action dans l'univers de Warhammer avec des Space Marines, ça m'avait un petit peu hypé forcément en tant qu'hobbyiste, etc. Mais ça m'avait pas fait une impression de fou. Ouais. Par contre, le très bon souvenir que moi j'en ai, c'est ce que tu évoquais un peu plus tôt, c'est-à-dire le multijoueur en coop, qui était hyper cool, parce que tu pouvais jouer le chaos et tu pouvais personnaliser ton Space Marine. Et ça, par contre, cet aspect-là, qui était un aspect qu'on retrouvait déjà dans les Dawn of War à l'époque, c'était un peu le hobby transposé aux jeux vidéo qui fait toujours plaisir. Ouais, c'est clair, et ça allait plus loin que les Dawn of War, parce que justement, on pouvait aller chercher des pièces d'armure. On était à l'époque avec des Space Marine Firstborn, donc pas Primaris, mais on avait déjà du coup toute cette panoplie des armures de l'époque, des épaulettes cloutées, les réacteurs dorsaux. Exactement, donc il y avait plein de trucs à aller pimper, et c'était effectivement l'objet de longues soirées où effectivement il fallait, je sais plus si c'était des succès ou des nombres de kills ou des niveaux pour aller chercher les armures, mais c'est vrai qu'on voulait tous un peu créer des trucs vraiment très très classe, et c'était assez plaisant. On reviendra de toute façon sur ce que le deuxième jeu fait sur la customisation, parce que là aussi, il y a beaucoup à dire. Qu'est-ce que tu as pensé, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, de cette explosion médiatique du jeu,
lors du lancement, parce que finalement on a vu que niveau marketing, Focus a ratissé extrêmement large. On a vu Titus, donc le héros du jeu, un peu partout, mais aussi, et ça c'était très différent de l'époque du lancement du premier jeu, auprès des hobbyistes et des influenceurs des hobbyistes sur les réseaux sociaux, parce que tout ça n'existait pas à l'époque, même si ça existait pour plein d'autres domaines, y compris le jeu vidéo, ça n'existait pas pour le hobby, parce que Games Workshop, Tom Kirby, on vous la refait pas, ils étaient très peu présents sur les réseaux sociaux à ce moment-là, ou sur Internet de manière générale. Donc en dehors de leur vitrine, il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent, de leur site vitrine, pardon. Là par contre, ça a complètement changé, et est-ce que toi, qui en plus évolue dans ce milieu de l'influence du SEO, des réseaux sociaux, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? C'est que t'es quand même un gros bulldozer, quoi, Space Marine. En fait, en termes de stratégie de marketing, tu vois qu'ils ont déjà complètement changé, parce qu'effectivement, le premier... Alors, c'était une autre époque. Les réseaux sociaux n'étaient pas aussi développés qu'aujourd'hui, le monde de l'influence n'était pas développé comme aujourd'hui, les influenceurs en eux-mêmes n'étaient pas du tout la même chose qu'aujourd'hui. Donc, la stratégie de marketing de l'époque, c'était un jeu Warhammer marketé comme à la fois un produit Warhammer et comme un TPS dans la lignée d'un Gears of War par exemple, et ça s'arrêtait à peu près là. Aujourd'hui, Space Marine 2, lui, ça a été, comme tu l'as dit, un objet qui a été un peu comme un symbole brandi par Game Workshop aux yeux du monde pour légitimer Warhammer dans un très large public. J'en veux pour preuve qu'il a été effectivement distribué à des influenceurs niche, hobby, qu'on a l'habitude d'écouter, de regarder, etc. Mais aussi à tout un tas d'influenceurs jeux vidéo, des fois très éloignés en fait de la sphère classique du hobby, voilà. Jeux de stratégie, science-fiction. Ouais, voilà. Et du coup, ça a fait un espèce d'effet boule de neige où le jeu s'est retrouvé entre les mains de tout un panel de joueurs et de joueuses très différents. Et des médias en ont parlé, des médias spécialisés dans un premier temps, mais encore une fois, d'autres médias plus généralistes sur la pop culture, sur la tech. Et notamment les médias, moi j'en ai fait 2, Le Monde et 20 minutes. Ouais, donc généraliste. Donc là, très généraliste, rapport au succès. C'est-à-dire qu'en fait, ça s'est activé presque dans un second temps, quand on a passé la barre des 2 millions d'exemplaires vendus, ce qui est déjà énorme. Je ne sais pas si vous avez en tête les chiffres du milieu du jeu vidéo, mais ça classe automatiquement le jeu dans les meilleures ventes de cette année. Et donc maintenant qu'on a plus que doublé ces 2 millions, il est très clairement, je pense peut-être, je crois qu'en Europe cette année, le jeu le plus vendu c'est Helldivers 2. Il est probable que Space Marine 2 soit maintenant juste derrière ou pas loin derrière, avec un peu les usual suspects, c'est-à-dire les jeux qui sont achetés tout le temps et en permanence, type les Mario Kart, etc. Parce que chaque année il truste un petit peu le top, quoi. Mais c'est vrai que du coup le jeu il s'est retrouvé un petit peu partout, à la fois auprès des hobbyistes, où d'habitude les jeux Warhammer marketent pas trop les hobbyistes, parce qu'ils sont un peu en mode de toute façon vous allez l'acheter le jeu, il n'y a pas besoin de vous être acquis à la cause. Ouais, et t'en as plein qui sont pas forcément des gamers en plus aussi, mais là du coup c'est vraiment, ils ont élargi le truc, et il y a eu vraiment cette idée de dire on va conquérir le grand public et en même temps choyer les spécialistes. Donc c'était une stratégie qui je pense a coûté pas mal de thunes, mais qui s'est avérée payante d'après ce qu'on voit au niveau des ventes. Cet amuse-gueule étant consommé, je te propose qu'on passe à l'entrée avec une première partie que j'ai intitulée I am a Space Marine. C'était un trailer à l'époque du premier jeu, pour ceux qui l'ont connu. Je voulais parler du côté Power Fantasy du jeu. Ce que j'entends par Power Fantasy, c'est vraiment manette en main, cette sensation d'être un Space Marine, de vous faire incarner un membre de l'Adeptus Astartes, ce qui était déjà, je pense, une des grandes réussites du premier jeu, mais qui arrivait quelque part dans la foulée, notamment quand on jouait sur Xbox 360, des Gears of War, qui est presque un gameplay limite plus lourd et un peu plus fin aussi, malgré leur côté bourrin, que Space Marine. Là, on arrive sur un jeu qui semble avoir réussi à placer la barre encore plus haut. Pour moi, c'est peut-être même d'ailleurs la grande réussite du jeu. Qu'est-ce que t'en penses, Raphaël? Manette en main, est-ce qu'on se sent comme un Space Marine? Ouais, moi je trouve que c'est aussi une grosse réussite, et je trouve ça bien qu'ils aient conservé justement l'aspect TPS. Ils auraient pu être tentés de partir sur un autre point de vue ou un autre système de jeu, un autre game system. Parce que par exemple, tu vois, à cette époque Xbox 360, tu citais Gears of War, mais moi je me sentais plus un Space Marine en jouant à Halo 2 ou Halo 3.
que à Space Marine en fait, bizarrement. C'est des questions de feeling et de préférence après, effectivement. Après, c'est vrai que esthétiquement, Gears of War était déjà dans ce côté un peu grimdark et tout, bien sûr, un peu plus calo, quoi. Mais disons que là, manette en main sur Space Marine 2, le côté TPS associé au côté très fouillis dans le bon sens du terme, c'est-à-dire très horde, que t'expérimentes dès la première minute du jeu, vraiment avec tous les petits les thermagants partout, les tyrannides dans tous les sens, ça fourmille littéralement d'ennemis, mais pas que. Enfin, je veux dire, t'as un sentiment un peu de stress qui du coup est une très bonne recréation, je pense, de ce que doit être un champ de bataille au 41e millénaire, concrètement, parce que de ce que ces gars-là, dans le fluff, encerclés de fous, voilà, dans le fluff, quand littéralement tu lis du lore sur une invasion tyrannide, on te dit t'as nulle part où te cacher, il y a des tyrannides partout, les cieux ils sont noirs de tyrannides, bah là c'est ce que t'as dans le jeu, tu vois, et le Space Marine qui lui arrive et en un seul homme, entre guillemets, même s'il est augmenté, en un seul homme, arrive à abattre des dizaines, des centaines de tyrannides à lui tout seul. Bah ouais, c'est... Dans le lore, on se rappelle que avant ce qui est devenu les Space Marines sur les tables de jeu aujourd'hui, où tu peux jouer pour 1000 points, t'as je sais pas combien de Space Marines. Oui, beaucoup voilà. On se rappelle que dans le fleuve, jadis, on te disait, des fois, il suffit de 5 Space Marines envoyés sur une planète pour rétablir l'ordre. Et bah, c'est un peu ça, quoi, du coup. Ouais, t'as ce feeling-là, et je pense qu'il est renforcé parce que, à la fois, c'était compliqué, je pense, de faire une suite si tard, par ailleurs, avec un autre studio et tout, mais parce que t'as des attentes de fou, mais sur un gameplay qui est devenu tellement mainstream dans ce genre-là, que si c'est juste ça, c'est un peu compliqué. Je pense que ce qu'ils ont ajouté en allant, comme beaucoup d'autres, par exemple, j'ai en tête toute la saga Jedi des jeux de Respawn, en allant piocher du côté des Souls, sur le côté combat de boss, mais aussi tout ce que les Souls ont apporté, roulade parfaite, attaque imparable, etc. C'est aussi un peu, si on regarde du côté de l'Occident, beaucoup l'école un peu sur le côté rythme des Batman Arkham ou des choses comme ça. Ouais. Et j'ai l'impression que ça, c'était moins développé. Quelque part, le corps à corps était ultra, pas forcément facile, mais évident dans le premier jeu. Et dans le deuxième jeu, par rapport à cette logique de parade, d'armes qui ont des profils très différents, etc., j'ai l'impression qu'effectivement, quand t'es encerclé et que du coup tu peux plus utiliser ton bolter, là t'es plus dans Gears of War, t'es dans autre chose, même si t'as une tronçonneuse et tout, et que la comparaison pour les gens de l'extérieur doit se faire assez vite. Je trouvais que c'était assez plaisant. Et effectivement qu'on se sentait très vite Space Marine. Et ça, je trouve que c'est vraiment, comment dirais-je, quelque chose de très puissant. Après, je trouve qu'il y a quand même un peu des petites faiblesses. Notamment, il y a des moments, on reparlera un petit peu du côté des fois un peu vieux jeu du jeu. Tu sais, quand tu passes d'une zone à l'autre dans la campagne, tu dois détruire des obstacles. Oui, c'est souvent soulever des statues, rochers. Et du coup, soulever les statues, c'est pas mal, je trouve, parce que t'as vraiment une idée de puissance. Mais en fait, des fois, tu dois juste casser un rocher que tu pourrais très clairement enjamber avec ta jambe. Et du coup, je trouve qu'il y a un côté, ça diminue le power fantasy et tu te dis, attends, mais un Space Marine, il fait pas ça. Et il y a aussi 2-3 moments où là, je trouve, on va beaucoup parler. Et vous allez voir, je vais être très pointilleux, mais je trouve que d'une certaine manière, c'est un peu le problème des jeux Warhammer 40 000 aujourd'hui. On va voir si celui-là est une première étape ou un nouveau standard, il faudra qu'on en discute. Mais j'ai toujours un petit peu l'impression que nous, en tant que hobbyistes, et par ailleurs en tant que hobbyiste gamer, on en a bouffé, on en a soupé du jeu Warhammer. Et en fait, quand c'est juste Space Marine égale puissant, c'est un peu dommage. Je trouve qu'il manque, des fois il leur manque un peu d'intellect, ou même des trucs un peu bizarres, type, tu sais, des fois tu dois enfoncer des portes, tu te dis, c'est con que tu vois pas un Space Marine cracher de l'acide, tu vois, comme dans le lore. D'utiliser leurs organes. Les organes, tu vois, même avoir les organes représentés d'une manière ou d'une autre dans le gameplay, ou cités en mode, je suis touché à tel truc, je peux plus faire tel... Ça pourrait être super sympa. Ou même dans les finishers, tu craches de l'acide au visage d'un tyrannide. Il y a aussi un passage qui m'avait vraiment choqué, on l'a joué avec mon frère Rémi, que je salue, en coop, et il y a un passage un peu hommage à Aliens, où il y a cette réplique de Aliens, they're in the walls, ils sont dans les murs et tout. Et en fait, la lumière s'éteint, et t'es dans le noir, et j'étais en mode... Mais frère, je suis un Space Marine, je vois dans le noir, en fait. Oui. Je vois dans le noir, et par ailleurs, je porte mon casque, etc. Donc, je trouve qu'il y a plein de moments qui sont gamifiés. On peut l'entendre, tu vois, pourquoi tu te mets dans le noir, parce que ça rajoute une petite difficulté. Mais quelque part, je me suis dit, la difficulté étant tellement minime par rapport à ce que ça rajoute, est-ce que ça aurait pas été trop stylé que d'un coup, c'était une DA qui change, tu vois, genre, je sais pas si tu vois, sur un truc en noir et blanc, en mode, on a tel organe qui nous permet de compenser et tout. Enfin, ça aurait pu être super intéressant, et ils le font jamais. Et même, il y a un truc, moi, qui m'a chagriné un petit peu, je t'avoue, c'est... Tu portes ton casque, tu n'as jamais de changement de vision. Tu n'as pas de vision thermique, tu n'as pas de vision nocturne comme tu l'as dit. Mais je veux dire, les casques des Space Marines sont censés avoir, je sais plus, genre une dizaine de modes de vision différents.
pour repérer diverses formes de vie, machin. Enfin, tu t'imagines qu'ils ont au moins un truc pour voir dans la nuit. Bah c'est ça. C'est clair. Et du coup, à quel moment ça aurait pas été malin de mettre un système de filtre où genre tu t'appuies sur un bouton et ça change juste, comme tu dis, ça change soit la colorimétrie, soit tu ne vois que les zones de chaleur, et du coup ça te permettrait par exemple de repérer les ennemis qui sont cachés derrière une structure que tu vois pas à l'écran, mais tu vois leur zone de chaleur, donc tu sais qu'ils sont là par exemple. Et ça augmenterait le power fantasy, parce que c'est ça qui c'est très étrange, c'est que, alors après là vraiment on rentre dans ma partie, moi en studio en tant que narrative designer, de comment on incarne un univers. J'ai bossé sur du Alien, sur du Goldorak, mais tu vois c'est vraiment ça, c'est-à-dire en fait si t'es game designer, ils disent ok on va rajouter la difficulté, il va y avoir du noir ou une tornade un peu sur la fin de la campagne, ou un truc en PV, peut-être un truc en PVE, peut-être les deux. J'étais en mode, mais c'est ridicule. Enfin, les Space Marines, c'est pas parce qu'il y a du sable qu'ils peuvent pas tuer un ennemi, ça n'a aucun sens du point de vue du lore quand il réfléchit. Après, ça peut, comment dirais-je, un game director peut te dire, bah en fait, on prime pas sur l'univers, mais c'est gameplay first, et donc les joueurs sont habitués à ce genre de trucs. Mais c'est vrai que même dans un Call of, quand t'as des lunettes, t'as 2-3 séquences où attention, tu vas être aveuglé, donc faut les enlever, faut jouer un peu avec et tout. Et c'est vrai que le casque aurait pu servir à ça. Donc c'est un petit peu dommage, mais c'est un exemple qui je trouve est assez parlant sur l'espèce de, tu vois, de pas supplémentaire du maître encore. Tu vois, si on fait une métaphore de saut à la perche, quoi, tu pourrais encore aller plus loin, et ça aurait été d'autant plus agréable. Maintenant, un truc que j'ai bien aimé pour le coup par rapport au premier qui était très limité de ce point de vue là, c'est l'arsenal. Je sais pas ce que t'en as pensé. Alors très clairement bien aidé par la gamme Primaris où maintenant on a des genres de bolters dans tous les sens. D'ailleurs c'est assez ridicule, je sais que mon frère par exemple avait pas une connaissance encyclopédique de la gamme Primaris et il me disait mais il y a combien de genres trucs qui s'appellent bolter lourd. Enfin c'est vrai parce que t'as pistolet bolter lourd, pistolet bolter, fusil bolter lourd. Enfin on est arrivé à un espèce de comment dirais-je comme ça, d'éventail un peu ridicule, mais c'est vrai que du coup pour un jeu vidéo bah ça marche super bien quoi, parce que du coup t'as pas juste le bolter traditionnel et le stalker. Ils avaient inventé aussi le lance-grenade Astartes pour le jeu à l'époque, qui plus tard, je crois, s'est retrouvé sur les scouts ou un truc comme ça. Le lance-grenade Astartes. Ou alors il existait déjà sur les motoscouts, mais dans le jeu tu pouvais l'avoir en mode à la main, ce qui n'a jamais été représenté sur une figue à l'époque, quoi. Alors que maintenant l'intercesseur de base a accès au bolter avec lance-grenade. Et du coup c'est vrai que, et d'ailleurs il est dans le jeu ce bolter là. Donc ça c'est vrai que c'était assez agréable, en tout cas sur toute la partie bolter. Après si on veut rentrer dans l'équilibrage, c'est clair que en PvE, en PvP, bah du coup, tu vois, t'as quand même un peu des grosses marges de dégâts entre ce qui n'est pas un bolter et tout ce qui en est, alors que la plupart des armes sont des bolters. Donc ça, c'est un peu dommage. Mais moi, j'ai trouvé que c'était assez appréciable, et notamment par rapport à la gamme Primaris, le fait qu'on a les différentes armures. Du coup, c'est rigolo parce que moi, je m'attendais vraiment à ce qu'on puisse jouer en scout ou en Terminator, ce qu'on n'avait pas dans le premier jeu. On peut toujours pas le faire, mais on a de la Phobos et de la Gravis en PvE et en PvP, pas dans la campagne. Par contre la campagne c'est vraiment que le jetpack, donc en fait j'étais parti pour être positif, et je trouve que c'est vrai qu'il y a tout un éventail. J'ai pas l'impression que la campagne spécifiquement l'utilise très bien, et je trouve même que par ailleurs il y a 2-3 armures qui auraient pu être encore plus impressionnantes, type par exemple la Phobos, tu te déplaces plus vite que les autres, mais pas non plus tellement plus vite, je trouve. Et je sais pas ce que t'en as pensé de tout ce rapport à l'arsenal, toi. Moi, il y a des trucs qui m'ont chagriné, mais ça, c'est le fan de lore que je suis, voilà. On est là pour être mais disons, il y a plusieurs armes qui m'ont fait tiquer. Toutes les armes à plasma, elles peuvent surchauffer, mais elles te font pas de dégâts. Oui, il y a un truc. Tu vois, elles surchauffent parce que tu tires trop avec, ou tu restes appuyé sur le bouton de tir, voilà, tu peux plus tirer avec, mais ça te fait pas de dégâts. Donc, c'est pas une surchauffe. Une surchauffe, c'est potentiellement des dégâts. Voilà. Mais c'est vrai que c'est une bonne idée. Ça aurait pu être un détail de game design intéressant de dire dans le lore ça te fait perdre des dégâts mais ça t'empêche pas de tirer. C'est ça. Tu pourrais dire tu fais ce trade là, tu vois. Après peut-être qu'en termes d'équilibrage ça marche pas, mais ça aurait été intéressant de pouvoir le permettre. Bah oui. T'as le fuseur et toutes les armes à fusion. Très bizarre. Qui tirent des trucs qui n'ont rien à voir avec ce que moi je me représente de la fusion. Pour moi, la fusion, c'est un rayon de chaleur continu sous forme comme un laser en fait, mais un laser ininterrompu et très brûlant. C'est ça qui est rigolo, c'est qu'il y a une arme laser. Et du coup, moi je trouvais que c'était très étrange le côté justement ce qu'ils ont fait du fuseur, mais en même temps en V10 le fuseur est devenu un peu bizarre. Et je trouvais que ce côté, en fait, c'est une espèce de shotgun de chaleur. Je trouvais que c'était pas si con, en fait, pour le distinguer justement d'un canon laser ou d'un lance-fusil ou que peu importe quoi. Et du coup, je trouve que c'est pas si bête, mais c'est vrai que dans le jeu, c'est vraiment un gros fusil à pompe en fait. C'est ça. Ouais.
mais assez agréable à utiliser contre les hordes de tyrannides, notamment le multifuseur, il est quand même bien fandard, quoi. Donc testez les compos si vous jouez avec des potes triple fuseur, c'est quand même très vite marrant. Mais ouais, et d'autres griefs, c'était après, vraiment que dans des petits détails. Non, un peu comme toi aussi, le système des armures, moi je suis un peu chagriné parce que effectivement, déjà, en fait, ce qui je trouve un peu embêtant, c'est que ton armure conditionne ta classe, ou que ta classe conditionne ton armure, ça marche dans les deux sens, mais qu'en gros, t'es pas une liberté au moment de te dire, je sais pas, moi j'aime l'armure intercessor, enfin Tacticus, je la trouve belle, j'aimerais jouer mec de corps à corps, genre Tacticus, mais juste Tacticus, tu vois. Mais du coup, on va me dire, tu peux, parce que quand tu joues oui, t'as une arme de tir et une arme de corps à corps. Oui, mais j'ai le choix entre épée tronçonneuse et épée tronçonneuse. Ouais. J'aimerais pouvoir, tu vois, genre si je veux jouer l'équivalent d'un lieutenant primaris, le lieutenant il a accès au gantelet, à l'épée, enfin voilà. C'est peut-être ce qui manque en fait, des espèces de classes que tu débloquerais plus tard, où t'es un officier. Des classes héroïques. Tu vois, des classes héroïques. On en parlait avec mon frère en disant, tiens, tu pourrais être Tech Marine, ce serait une variante par exemple du Space Marine de base, où tu remplacerais le Specs par une tourelle ou un truc comme ça. Il y a littéralement une tourelle qui existe dans le codex avec un Tech Marine qui la pilote, tu vois. Donc il y a plein de trucs un apothicaire qui peut soigner les mecs, un chapelain qui peut faire une aura autour de lui pour motiver les gars, tu vois. Le sniper Phobos, tu vois, tu fais cet archiviste là pour être après ça peut venir plus tard parce qu'on sait qu'ils ont une roadmap qui est assez détaillée et que le jeu va vivre sur la durée. Mais c'est vrai que les classes, moi à la fois je les trouve assez bien faites. Elles ont moins de sens côté KO, mais ça on en reparlera parce que pour le coup on peut quasiment pas en KO c'est en mode démerdez-vous avec ça, on a fait les légions et voilà. Il y a deux trois trucs bizarres type le berserk qui a un grappin de river, tu vois, genre moi ça me fait vraiment trop bizarre, mais sinon je trouve que l'équilibre est pas si mal et qu'il y a quand même 2-3 endroits où tu peux faire des trucs sympas, type un Phobos avec une épée tronçonneuse, ce que tu peux pas faire actuellement dans le jeu de figurines. Donc, mais c'est vrai que du coup, souvent, c'est les classes un peu faibles qui ont une petite tolérance en mode tiens, on t'a donné une arme qui n'existe pas en fig, mais vas-y, fais-toi plaisir, tu peux faire un Phobos avec un fuseur. Par contre, la Tacticus qui est un peu le truc avec les meilleures stats, un peu tout est bien, t'as tes deux armes, là c'est vraiment plus rigide, quoi. Mais c'est vrai que ça aurait pu être intéressant peut-être de faire... moi je trouve que c'est un peu vieux jeu, mais j'aime beaucoup le système d'un FPS qui s'appelle Insurgency, où t'as un nombre de points qui est attribué par objet. Et en fait t'as, je sais pas, 9 points par Space Marine, et peut-être tu prends la Gravis, c'est 9 points, mais tu vois la Phobos... c'est 3 points, mais la Phobos c'est 2 points, et tu pourrais faire comme ça. C'est des éléments un peu RPG du coup, quoi. Ouais, c'est ça crée un truc un peu RPG, ouais. C'est un peu ce qu'il devait faire avec le PvE d'Overwatch s'il avait existé, tu vois. Paix à son âme. C'était un peu ça, c'était tu dépensais des points pour améliorer ton perso et là tu aurais pu imaginer le faire effectivement au-delà de l'esthétique avec ton armure de Space Marine, ce qui aurait pu être assez intéressant. Mais en soi, de toute façon c'est un gameplay très pierre, feuille, ciseaux, tu vois, un peu à l'ancienne, plutôt bien défini, donc moi ça me choque pas tant que ça. C'est vrai que par contre dans la campagne c'est dommage qu'il n'y ait pas un moment où tu vois, tu puisses faire un truc qui serait une espèce de quasi-infiltration et tu joues Phobos, tu vois, on sait que tu enlèves quelques pièces à la Tacticus, tu peux tomber sur l'une ou l'autre des armures avec de la personnalité, et du coup je trouve que ça me manque un peu dans le jeu. Ils ont juste repris le jetpack et dans des séquences qui par ailleurs je crois sont parmi les pires séquences de la campagne. C'est pas terrible. Je les ai vraiment trouvées pas terribles. Ça faisait vraiment le jeu a été connu pour ça parce que c'était Gears of War avec un jetpack, si je parodie, et donc il fallait le refaire. Et des fois je leur dis les gars c'est bon, ça fait 13 ans, il y a tellement de jeux avec des jetpacks qui sont sortis depuis qui sont bien mieux que ça, je veux dire ou même tu vois des sensations type le parcours dans Titanfall et tout te donne beaucoup plus l'impression d'être libre, etc., qu'un espèce de gros jump pack où tu t'appuies sur Y puis tu rappuies sur Y pour t'écraser. C'est rigolo 2 fois mais ça fait pas non plus le café, quoi. Ouais, et moi il y a juste un truc sur l'Arsenal aussi, c'est que je trouve que alors en PVP c'est différent, mais en PVE l'équilibrage il est hyper linéaire, dans le sens où en vrai tu peux jouer par exemple les bolters, tu peux jouer n'importe quel bolter, t'as exactement le même feeling, je sais pas, tu vois, et surtout même d'un point de vue dégâts sur les ennemis. Sur les dégâts, après c'est vrai que les gun artistes ou les mecs qui ont fait le son et tout, ils ont quand même bien t'as un feeling qui est différent, mais sur l'impact des ennemis. Oui, c'est ça que je veux dire. Tu vois, par exemple, pour avoir fait maintenant mon petit lot de missions PVE,
Franchement, que tu tires à la carabine bolter, au bolter Oculus, au fusil bolter lourd ou quoi, les ennemis ils prennent les balles pareil et ils meurent quasiment au même nombre de coups. Ouais, donc je crois que c'est un grief trop bizarre. Qui est revenu beaucoup, pas chez les gens que j'ai interrogés, mais j'ai vu quand même beaucoup suite, tu sais, aux différents les patch notes des développeurs et tout. Il y a plein de gens qui sont en mode fix bolters, et je pense que c'est vraiment spécifique à ce qu'on disait sur l'Arsenal, mais c'est-à-dire qu'il y a tellement d'armes à bolter qui sont finalement tellement peu différentes. Alors certes, ça va être souvent la vitesse, la cadence de tir, la taille du chargeur, etc. Voilà. Effectivement, mais c'est vrai que ça fait pas une énorme diff, surtout en PvE. En PvP un peu plus, parce que PvP, typiquement la carabine, si t'es à très courte portée, ça fait vraiment le caf. Mais du coup, ouais, j'ai trouvé aussi comme toi que j'étais en mode genre, c'est dommage, ils ont incarné le panel assez bien, les armes sont bien faites, bien représentées et tout, puis en plus, c'est très vite les archétypes que tu imagines, c'est-à-dire le bolter classique, franchement, c'est une grande réussite, le bolt rifle, le fusil bolter, il est vraiment très bien. Et après, ils ont décliné où tu as le fusil bolter lourd qui est plutôt une sorte de fusil mitrailleur et par exemple la carabine qui est plutôt une sorte de petite mitraillette un peu compacte et tout. Et la Oculus avec les 3 coups en rafale, tu vois. T'as vraiment comment dirais-je, les grands classiques de ce qu'est un TPS, FPS depuis 15-20 ans maintenant. Et du coup, ça fait plaisir parce que c'est vrai que alors après, quelque part, ça serait aussi incarner de l'or, tu vois, de dire, t'as ton bolter, c'est en semi-automatique, tu tires sur un thermagant, c'est one shot, mais en même temps, ça marche. C'est le niveau de détail où tu peux pas aller, ou alors tu peux y arriver. Par exemple, je sais que dans Fire Warrior, un vieux FPS où tu jouais les taux, les armes taux étaient puissantes, mais quand tu mettais la main sur un bolter, c'était quasiment un one shot sur n'importe quel ennemi, mais t'avais genre un chargeur. Du coup, c'était un petit côté un peu Doom-like, t'as le big fucking gun et tu vas pouvoir te faire plaisir, puis après tu reprends ton fusil à impulsion, quoi. Donc là, c'est vrai que ils ont fait un espèce de mélange où t'as 2-3 armes qui ont vraiment du peps et d'autres où tu as toute panoplie de bolters et tu te dis ouais non ça me chauffe pas tant que ça, et c'est dommage parce que moi vraiment je trouve que c'est plus fun presque de jouer au bolter parce que tu tires plus souvent. Et il y a aussi un gros problème sur la gestion des munitions. Bon, c'est vrai que quand tu joues des armes qui sont pas des bolters, tu tombes encore plus vite à court de mine. Donc c'est vraiment très frustrant, mais bon, ça je pense que peut-être le temps que le podcast sorte, il y aura un patch qui sera annoncé là-dessus, on va pas trop s'étendre. Je voulais par contre revenir sur l'expérience qui se poursuit en dehors du combat, le fait que notamment tu aies un hub plutôt que des menus, donc une barge de bataille sur laquelle tu peux inviter tes potes et tout, dans laquelle on trouve pas mal de petits détails visuels, des personnages qui peuvent avoir des petites répliques et tout, et puis bien sûr des menus de customisation absolument sans fin. D'ailleurs je trouve que c'est trop compliqué. Là je sens quand même l'influence d'un développeur d'Europe de l'Est, parce que pour avoir travaillé sur World of Tanks, c'est vraiment ce genre à la fois de grind, tout ce que tu peux débloquer, mais aussi des possibilités où tu dis il y a des couleurs primaires, secondaires, tertiaires, elles s'appliquent pas au même endroit. Tu dis personne ne pense comme ça pour le coup dans le hobby, t'as une couleur, tu la mets où tu veux. Bien sûr. Donc c'est très bizarre la façon qu'ils ont eu de le faire, mais pour quelque part créer ces paliers de déblocage, quoi. Qu'est-ce que tu as pensé de la barge et de tout ce qu'elle apporte? Alors la barge en elle-même, je trouve le concept il est cool, et ça donne du corps, c'est fluff, tu vois, on aime bien. Par contre, il y a un truc que je trouve horrible, c'est la gestion de la barge telle qu'elle est faite d'un point de vue gameplay, c'est-à-dire t'es sur la barge, tu changes de mode, ça te fait un chargement qui te remet sur la barge, t'invites un pote, ça crée un nouveau chargement, ça te remet dans la barge, tu vas du pont principal au pont de customisation en passant par le menu, ça te fait un chargement, et c'est horrible. Alors, l'ergonomie du jeu est assez mauvaise, faut le dire, vraiment là pour le coup c'est un énorme point noir pour moi dans le jeu. Là pour le coup il est vraiment d'un autre âge, et j'en veux pour preuve quand par exemple on joue en PvE, je relance le jeu le lendemain, je veux jouer en PvP, ça me lance la barge en PvE, et ça tu dois recharger la barge en PvP. Et par exemple pour customiser mon perso PvP, sachant qu'en plus tu peux customiser 4 marines par classe et par mode de jeu, donc je crois qu'il y a 6 classes, donc ça fait 6 x 4 x 2, genre t'es en mode pourquoi c'est pas le même marine en PvP, PvE, surtout que t'as 4 slots possibles par classe, c'est inutilement compliqué, et en plus des fois t'as l'impression que du coup t'as perdu ta custo. J'ai joué avec une pote où elle m'a dit mais attends, mais moi j'ai un perso dans la voie, il est comme ça, et là c'est pas le bon perso, et c'est parce qu'on était juste dans la mauvaise instance, on était en PvE et pas en PvP. Ça c'est effectivement très très relou, et il faut vraiment que beaucoup de choses qu'on appellerait dans le jeu vidéo quality of life et tout, et tu sens qu'ils l'ont fait passer parce qu'il fallait sortir le jeu, et ils se sont dit ok, il y a un menu, par exemple quand tu joues aussi en PvP, start, changer de classe, tu fais ouais putain les gars, est-ce qu'on est en 2008 quoi, c'est quand même compliqué
cadeau, quoi. Ouais. Donc là, j'étais de retour en Modern Warfare, l'original, quoi. Ouais. C'était un peu rude, quoi. Et puis, tu vois, il y a aussi sur la barge, t'as un système, en gros, quand vous faites des missions ou dans la campagne, vous trouvez des audio diaries, enfin des journaux audio. Ouais. Ce qui est cool. Ça, j'aime toujours les jeux où t'as des journaux audio. Ça, c'est un peu mon King Bioshock, tu vois. Mais j'ai toujours kiffé ça. Par contre... Au lieu d'aller à Kiev, je sais pas si les gens auront la ref. Mais par contre, ce qui est horrible, c'est que déjà, une fois que t'as ramassé le journal, tu ne peux pas l'écouter pendant que t'es en jeu. Tu dois retourner à la barge, aller dans la bibliothèque automatiquement en jeu. Ouais, mais tu comprends rien parce qu'il n'y a pas de sous-titres. Ouais. Et tu peux régler les sous-titres par contre. Ça, t'as une option spéciale. Okay. Mais il faut faire un truc spécial. Voilà, de base, ils sont pas sous-titrés. Et surtout, une fois que tu l'as ramassé, qu'il sait le jouer, tu ne peux pas le rejouer. Il faut que tu retournes dans la barge de bataille. Ouais, pour aller à un endroit spécial. Et que tu ailles dans la bibliothèque, le librarium, voilà. Et là, tu peux écouter. Ce qui en soi serait une super idée de montrer le librarium parce que t'as aussi, tu vois là un chaplain dans la campagne et tout. Mais c'est dommage parce que du coup t'as pas c'est comme pareil, il y a pas Tech Marine, il y a pas d'apothicaire non plus. Ouais, mais tu vois, t'as vraiment la truc de l'arsenal et t'as des mecs de l'Adeptus Mechanicus, c'était en mode bah j'imagine que ils sont là, mais il peut pas avoir le putain de Tech Marine de compagnie, quoi, genre c'est un peu sachant qu'il y a un Dreadnought en maintenance aussi. Ouais, c'est un peu raté ça, tu vois, ce truc là. Après c'est sympa parce qu'ils ont voulu ajouter de la vie plutôt qu'un Space Marine, même si sur la barge putain aussi il y a quand même beaucoup d'ultramarines, c'est Ultralis qui font très Playmobil. Ah bah des PNJ ultramarines random et qui te lancent des banalités quand tu passes à côté d'eux et t'as envie de dire tu ne mettais rien, c'était pareil. Non, ceux-là ils sont vraiment moches. C'est très bizarre parce que tu te dis putain, ils ont fait modéliser les trucs à la perfection pour ton perso et tu croises vraiment des randos absolus et tu te dis waouh, l'escouade d'ultramarines, jamais tu rentres dedans, tu les vois quand ils sont même en ligne et tout, tu fais putain, il y a zéro flavor et tout, c'est quand même assez terrible. Bon, après c'est de l'asset répliqué pour remplir des salles, mais là aussi ça a été peut-être un petit peu fait rapidement, sachant que on reparlera peut-être du budget du jeu, mais je pense qu'il fait assez bien avec ce qu'il a. Et je pense qu'il dans la tête des gens, il est même perçu comme un plus gros jeu qu'il n'est vraiment. Je pense, Et je pense que quand tu vois ce genre de détails d'ergonomie ou même de mise en scène, tu sais qu'en fait, finalement, t'es pas si haut dans le budget. Mais justement, puisqu'on parlait de mise en scène, passons à une deuxième catégorie, mon bon Raph, si tu le veux bien, que j'ai intitulé Sombre millénaire, parce que pourquoi ? La question est de savoir comment Warhammer 40 000 a été représenté. Donc globalement, à mon sens, c'est plutôt bien réussi d'un point de vue visuel. Je sais pas, on en reparlera. Mais ça fait vraiment mal d'un point de vue textuel. J'ai trouvé qu'on avait plein de petits détails à se mettre sous la dent, authentiques, vraiment des cerveaux-crânes, des serviteurs, tu vois, des petits rituels pour activer un ordinateur, envoyer un message. Ça, visiblement, ça fait vraiment intriguer, ça intrigue les nouveaux venus. J'ai vu des mèmes autour de ça, parce que là tu sens que tu as touché 4 millions de joueurs, t'es en dehors du cercle de liste, et donc les gens pètent leur crâne sur ouah putain, il y a un mec dans le mur à moitié mort, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a des bougies toujours allumées, oui c'est ça, ou des trucs comme ça. Et ça, j'ai trouvé ça, c'était super. Mais alors par contre, par contraste, les dialogues, le voice acting, certaines interactions globalement manquent, je trouve, cruellement de saveur. Et notamment je trouve vraiment entre le personnage principal Titus, qui était doublé par Mark Strong, qui est un super acteur, c'était très bien dans le premier jeu, et là ils l'ont remplacé par Clive Standen, qui est un acteur de Viking je crois, mais qui du coup a certes la voix et la carrure quand on voit l'acteur. Je pense qu'il a bien aidé et tout pour la mocap. Mais alors par contre, j'ai trouvé que Titus, c'était un personnage inintéressant au possible, limite antipathique. Alors après, c'est un peu peut-être ce que devrait être un Space Marine, faudrait qu'on se pose la question. En contraste, les deux gars de son escouade, ils étaient vraiment, tu vois, je trouvais ça intriguant, tu sais, quand t'as un moment où les deux disent attends, mais t'as vu les clous sur la tête, ça veut dire qu'il est en service depuis 200 ans ce mec-là, mais d'où il sort? Je trouve il est pas né Primaris, c'est pas possible. Je trouvais que ce genre de moment, c'est super intéressant. Je me suis dit ah ouais, ça colle en plus avec le nouveau lore et tout. Et en fait, ça, c'est peut-être le seul moment que je peux te citer, avec aussi les litanies du chaplain, 2-3 trucs comme ça qui sont bien écrits. Mais sinon, la plupart du temps, c'est tellement générique as fuck. Le briefing avec Acheron. Ouais, franchement, c'est vraiment la parodie du monde, quoi. Ouais, c'est un peu, c'est un mauvais briefing d'un mauvais Call of, parce que franchement, justement, les trucs dans Call of, où t'as les maps, t'as les personnes qui discutent, ça envoie de la punch et tout. C'est un peu Michael Bay. Enfin, les scènes de briefing chez Michael Bay, ils sont hyper stimulantes. C'est vraiment les mecs autour de leur holomap. Et ils sont en mode oh là là, je ne peux que épargner, je ne peux que. Best I can do is 3 men. Ouais, c'est ça, c'est genre vraiment, je peux mettre que 3 gars sur le coup, ce sera vous 3, tu le sens venir, c'est hyper ah là là, activer le générateur, c'est très. On en a parlé aussi avec mon frère en faisant des blagues en disant c'est très
Halo Core, à savoir dans Halo t'arrives et c'est le Master Chief, alors ok il faut détruire 3 canons anti-aériens et rétablir le générateur et voilà la map, tu vois. Et c'est un peu ce feeling là par moment, et j'étais en mode mais c'est trop bizarre qu'ils arrivent à ce point à capter Warhammer 40 000 dans des représentations visuelles, même franchement le level art, la façon qu'ils ont aussi de penser le level design pour rendre, tu vois, l'échelle, les statues, l'invasion tyrannide, ouais, on va reparler des ennemis. Je trouve que c'est assez ouf, mais alors par contre putain, sinon moi par moment suivre l'histoire, j'ai trouvé que c'était même limite pénible, quoi. Tu vois, j'étais en mode quand est-ce que ça s'arrête, parce que c'est nul, quoi. Enfin c'était pas bon. Alors et puis moi très honnêtement, le fait qu'ils retirent leur casque à chaque cinématique, ça me sortait du truc. Ouais. Parce que moi, tu peux choisir de jouer. Ils ont des artistes qui ont fait de la mocap, donc. Oui, mais tu vois, je veux dire, tu peux choisir de jouer le jeu avec ou sans casque oui. dans les phases de gameplay. Moi, je le jouais avec parce que forcément, c'est plus stylé, tu vois. T'es un ultramarine. Voilà, je suis un All-in Griffon. Ouais, oui, c'est ça. C'est un successeur, donc ça marche. Mais par contre, tu vois, le fait que du coup, à chaque fois que t'avais une cutscene, ça enlevait les casques. Parce que tu comprends, il faut voir les acteurs qui jouent et tout, c'est le syndrome Marvel, moi j'appelle ça, tu vois, Ça peut s'appeler comme ça. Et ça me rend ouf. Parce que c'est pas, loristiquement parlant, ça ne fait pas sens. Bah sauf si t'es un Space Wolf ou... franchement, c'est marrant que je te dise ça, que je te trouve dur là-dessus, parce que je pense que j'ai des griefs qui sont tout aussi chiants, mais ça m'a pas choqué, tu vois, j'étais en mode genre limite enlevez vos casques et jouez à fond si vous avez des trucs intéressants à jouer. Mais quand c'est Lieutenant, il faut aller tuer les copains, tu vois, ça par contre, l'histoire en elle-même, je t'avoue, quand j'ai fini la campagne, je t'avais envoyé un message et tout, j'étais en mode bon bah j'ai fini, c'était pas ouf, tu vois, en mode c'est générique, mais à un degré c'est le plot du film Ultramarine. Oui, un peu de choses près, mais on va en reparler parce que j'ai une catégorie là-dessus. Après, je sais pas si t'es pour essayer de relever un petit peu notre sauce, essayer de remettre un petit peu de positivité là-dedans. Je trouve qu'il y a des vrais moments de grâce quand même dans le jeu. Heureusement. L'intro, alors il faut savoir qu'en termes de production de jeux vidéo, l'intro c'est souvent ce qui est le plus choyé parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrêtent après quelques minutes en main. Donc souvent c'est vraiment un truc qui est censé saisir toute l'intensité du jeu, mais en même temps vous teaser un peu la progression. Qu'est-ce que vous allez avoir comme ennemi, qu'est-ce que vous allez avoir comme kiff. Et c'est vrai que le Power Fantasy, déjà on commence en Deathwatch, on n'est pas Primaris, ça franchement ça régale de fou. La cinématique d'intro elle est super bien faite. On se bagarre avec un Carnifex, donc vraiment c'est super bien, et je me suis dit ok, bon là c'est choyé, je me dis putain ce jeu je vais y passer des heures, et en fait ça devient assez vite répétitif, et par ailleurs la campagne a du mal à retrouver ce moment de parfaitement aligné entre histoire et gameplay. Tu retrouves Titus qui enlève son casque là pour le coup pour la première fois alors qu'il le gardait, donc t'as presque une signification aussi par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, et ça il le retrouve jamais vraiment. La seule fois où moi je trouve que le jeu le retrouve, c'est le dernier carré. À la fin, quand il lève l'étendard, vers la fin. Et que t'as ce côté un peu, t'as une phase de rail shooting où t'es un peu invincible, mais il faut juste fumer les mecs au ralenti. Et il fait un pur discours en mode frère machin est tombé, et tout. Et t'es en mode et là t'es en mode c'est la couverture d'un codex, et là pour le coup c'est vraiment super bien trouvé. Et surtout je me suis dit genre putain mais c'est tellement évident que pourquoi personne l'a jamais encore fait, même dans un Dawn of War, tu vois. Après là c'est vrai que t'as le point de vue, et en plus tu vois même le contre-champ avec les ennemis qui attaquent via la cinématique, et après bam tu prends le drapeau et tu joues ce putain de dernier carré. C'est juste dommage que t'aies pas un Crimson Fist, quoi. Mais c'est vrai que c'est quand même vraiment très, très cool. Et en vrai la réussite aussi que moi je trouve par contre d'un point de vue du scénar, c'est Marnus Calgar. Ah ok, t'as bien aimé Calgar ? Ouais. Parce que moi je m'en suis battu les couilles. Ah ouais ? Ah non, moi j'ai bien aimé. Moi je trouve que c'est très rigolo qu'il soit là, parce que c'est un peu un perso je trouve qui est passé malgré le comics de Kieron Gillen qui est pas mal en plus. Oui, qui est plutôt cool. Moi, j'ai bien aimé. Mais je trouve qu'en fait de par le retour des Primarques dont je parlais dans la FAQ etc, mais ce côté tiens on revient au père, les fils sont vraiment passés sous les radars, et je trouve ça marrant cette espèce d'effort de Avengeriser Calgar, tu vois, en mode il a eu un comics alors il est là, et quand il arrive avec ses deux grosses baloches, enfin ses deux gros gantelets d'Ultramar, c'est quand même ultra stylé. Tu vois que même la magie du Warp a pas vraiment d'effet sur lui, t'as un côté un petit peu quand même effectivement assez kiffant, mais je trouve qu'il y avait un truc assez artificiel dans le sens où en fait tu vois jamais quelqu'un dans le premier. Je crois même me souvenir que tu n'en entends jamais parler de lui. Je crois que tu en entends parler dans une ligne de dialogue. Mais du coup, il y a vraiment un côté... à l'époque, Titus est censé être le capitaine de la seconde compagnie, ce qui a maintenant été même intégré dans le lore. Oui, dans le lore. Et tout. Et du coup, je dis, ils sont censés être proches. Et donc, en fait, là, j'avais un peu l'impression de voir... tu sais, c'est un peu, si je reprends l'effet Marvel, c'est quand on passe de Civil War à Endgame. Ah, oui. Tu sais, les héros se remettent ensemble.
t'es censé comprendre qu'ils ont vécu des trucs, mais toi tu les as pas vus. Bah, et du coup oui, t'es un oui. peu en mode, ouais, mais est-ce que vraiment Calgar il en a quelque chose à foutre, il est devenu Primaris, fucking Gilliman est revenu, et t'entends beaucoup parler de Oui, Gilliman mais au tu le début vois, du mais jeu. tu le vois jamais. Et Et ça, c'est quand même bien fait. Du coup, quelque part, j'étais quand même content parce que ça m'a m'en touché une sans faire bouger l'autre, mais je me suis dit, ah, ils ont pas mis Gilliman, ils ont mis Calgar, ils essayent de montrer peut-être, je sais pas si c'était vraiment conscient, mais il y a presque une espèce de truc de genre, ok, on va parler de Gilliman, le retour, il est pas là Calgar, il est auprès du Primarch et tout, mais bon, c'est quand même les Calgar Rights, le fait d'être transformé en Primaris après une blessure, donc tu dis, ok, ça tease quand même beaucoup le bon Marneus, bon, c'était quand même sympa de le voir malgré tout, et les cinématiques d'ailleurs c'est assez marrant parce que ce niveau là qui ressemble beaucoup à la fin de Mass Effect 3, c'est avec vraiment le gros rayon, le pylône et tout, il est bourré de cinématiques ultra HD 4K des enfers, oui. et tu sais, il y en a pas en fait, il y en De a au tout le reste début du jeu, ouais, et il y en a pas. à la fin, et du coup c'est vraiment en mode ouais, là ils ont tout mis quoi, et c'est rigolo parce que quelque part je pense que c'est plaisant, hein, mais je crois que ce qui m'a pas plu avec Calgar, maintenant que je crois que je lui ai mis le doigt dessus, c'est qu'en fait c'est cool si tu joues Calgar, Ouais. ou c'est cool si tu joues à côté de Calgar, mais en fait toi t'es Titus, et en fait il est jamais quasiment, sauf dans l'intro, la cinématique d'intro, il est pas mis en scène parce que c'est toi, et du coup il y a un petit côté, bah des fois j'aimerais bien que vous me montriez en cinématique ce que je peux pas faire en jeu, et notamment le côté, bah ouais tiens le warp devrait m'arrêter, mais putain Titus il revient quelque part d'entre les morts, il a une volonté de faire, et les autres ils allument, tu vois, et quelque part en fait là ils iconisent un perso, Calgar, qui est complètement accessoire à l'histoire, c'est-à-dire qu'en fait c'est pas du tout son histoire à lui quoi. Oui. Et ça me gêne un petit peu, ça fait un peu easter egg de fou pour les fans zoos, on enlève nos t-shirts, ouais let's go, et quelque part j'étais quand même un peu en mode ouais let's go, on va pas se mentir, mais ouais je sais pas, j'ai trouvé que ça manquait un peu de cohérence en fait tout ça, je me suis dit pourquoi c'est pas Titus, tu vois, qui il y a même aussi un moment, tu sais, où tu dois tourner des pylônes. Oui. Et genre, tu vois c'est les deux subordonnés qui le font. Ouais, et du coup, tu te dis, mais pourquoi ils se mettent pas à trois dessus? Enfin, tu vois, il y a plein de trucs un peu de mise en scène et de dramaturgie où ils y arrivent pas, tu vois. Ils se disent juste, ah, frère, moi je suis là pour te donner le lore et je te le donne et tant pis, quoi. Après, c'est vrai que les cinématiques à défaut sont plutôt, elles claquent, quoi. Plutôt bien, très très bien faites. Parlons des ennemis, puisque tu t'avançais un petit peu sur le sujet. Franchement, les Tyrannides, aussi une des grosses réussites, je pense, du jeu. En tout cas, dans leur système, je trouve que c'est un système d'ennemis par rapport aux hordes, l'arrivée de certains ennemis mini-boss, on va dire, Lictor, etc., Rôdeur. Je trouve que c'est plutôt bien. C'est une galerie d'ennemis assez limitée finalement, mais avec ce mélange dont on parlait tout à l'heure, action-aventure, TPS, un peu de Dark Souls et tout, et des boss franchement marquants comme le Carnifex, je trouve il est super cool à affronter. Le Prince Tyrannide aussi. Le Prince Tyrannide aussi, en PVP seulement du coup. Non, PVE. En PVE, pardon. En mission, oui, mais pas en campagne. Mais pas en campagne, ouais. C'est que dans la mission. Ouais, en campagne, t'en entends parler et tout, donc c'est assez marrant ce décalage, mais bon, bref, effectivement, il y a quand même. Alors, j'ai trouvé qu'il y a un petit paradoxe là-dedans, c'est que c'est très développé, notamment le système de horde avec tous les mini-boss, enfin pas les mini-boss, mais justement les petits mignons, les petites termagantes et tout qui te foncent dessus. Je trouve que c'est très bien fait, même en fait, je pense à un truc qui est scripté, mais enfin tout est scripté d'une certaine manière, mais non, mais je pensais aux gargouilles, tu vois, qui passent en vague et tout sur les antennes. Je trouvais que c'était assez fort, ils réussissaient très bien ces feelings là, mais par moments je me disais en fait j'ai surtout du mal avec les guerriers, tu vois, genre quelque part, et de temps en temps j'ai un mini boss, mais vu que c'est aléatoire ou c'est lié à, tu vois, des systèmes de vagues, je sais pas si c'était aussi riche que j'aurais pu m'y attendre. J'avais trouvé que pendant tout son développement et dès que le jeu a été révélé, on voyait beaucoup les guerriers et les termagantes. Et je me disais, ouais, ils en gardent sur le coude, il va y avoir peut-être du boss rush. Et il y a du boss rush, mais c'est vraiment du coup dans des arènes. Et il manque peut-être un peu le côté, j'aurais bien aimé, tu vois, les bondisseurs par exemple, qui sont des nouvelles figues entre le Lictor et le guerrier, t'aurais bien aimé les avoir. Alors après, ça a sans doute été créé plus tard par rapport au développement du jeu qui existe depuis maintenant plusieurs années. Mais j'ai trouvé que, je sais pas si t'as eu ce feeling, j'étais en mode genre, ah putain, c'est cool, les tyrannides sont bien représentés, mais du coup, il manque telle sous-espèce, tel truc, et puis ça m'a vraiment un peu, au bout d'un moment, ça m'a un peu chagriné, quoi. Je me suis dit, un Nictor, Osef, quoi. Tu vois. Oui, le pire, je pense, t'as raison, c'est les guerriers, puisque les guerriers, dans le lore, c'est quand même les relais synaptiques de l'esprit ruche. Ils sont pas si courants que ça. Genre, il y en a, mais ils sont pas
il y en a pas autant que là, t'en as limite, Bah, c'est l'ennemi un peu c'est de base, quoi. ouais, voilà. C'est à part les hordes, comme tu dis, sinon Après, c'est les guerriers, quoi. Je sais que c'est super compliqué par exemple, sur Goldorak, on a galéré à créer ne serait-ce que 4 ennemis qui fonctionnent. Donc, en vrai, ils en ont à peu près, je pense, entre 4 et 6 qui fonctionnent très bien. Donc, c'est pas mal. Mais je trouve que même, tu disais, par rapport au relais synaptique, l'esprit de la ruche et tout, et même juste d'un point de vue scénario, tu sais, au développement d'un assaut, de ce qu'on sait, des tyrannides, Oui, comment des ils étapes, consomment, des étapes, etc. J'ai trouvé que c'était nul. Je me suis dit, genre, Bah, c'est toujours la même étape, en fait. Ouais, Littéralement, tu vis toujours l'étape invasion. Et du coup, tu t'aurais trop aimé te dire, ok, bah, enfin, moi, game director de jeu, je suis en mode, bah, ok, les 3 premiers niveaux, c'est l'infiltration, donc t'affrontes du Gene Stealer, du Lictor, peu d'ennemis, mais balèze au corps à corps. Après, on monte avec la masse, etc. Puis après, les gros monstres qui vont transformer la biomasse de la planète et puis la réduire à une grosse bouillie. Et t'as un truc un peu t'aurais un feeling de toute façon, peu importe ce que tu fais, même quand tu réussis les missions. Elle est finie, de toute façon. La planète est finie et tu pourrais passer, parce que là tu passes de planète en planète, pardon, et c'est vrai que ça aurait pu être super agréable de suivre ce truc-là. Et en plus, ça suit assez bien des logiques jeux vidéo. Donc quand j'ai vu qu'ils suivaient pas du tout ça, je m'attendais même à ce qu'on puisse avoir un deuxième ennemi, à savoir le cul de Gene Stealer. Tu vois, tu commences, ça aurait été trop cool. Le cul de Gene Stealer. En vrai, ils auraient même pu quand même le bricoler, parce qu'on va parler des deuxièmes ennemis après, mais il y a des humains avec des mitraillettes. Oui, puis il y a des assets de garde impériaux. Oui, donc en vrai, ils auraient vraiment pu faire le truc plutôt pas mal. Et du coup, j'étais en mode genre, ah putain, c'est quand même con, parce que je pense que ça aussi, dans la représentation de l'univers, ça aurait fait ce petit plus. Les tyrannides, en vrai, ils sont sympas, tu connais pas. Par contre, Warhammer 40 000, t'affrontes ces mecs-là, c'est des ergs ou des terminides de Helldivers, enfin, tu t'en bats un peu les couilles. Et je trouve pas qu'il y ait une spécificité. En fait, on nous dit même jamais, tu vois, les différentes étapes, ils vont consommer la biomasse, c'est comme ça. On nous parle un peu de l'esprit de la ruche. Ouais, vite mais c'est parce que c'est Titus qui le connaît, et limite les autres ont l'air de pas connaître l'existence du truc. Alors que c'est les ultramarines. Hein, ouais, c'est ça. Ils ont pas révisé avec l'archiviste. Je crois qu'à un moment ils disent genre ouais, c'est comment de les affronter. Et t'es en mode genre frère, il y a pas d'anal sur le macrage. Après, j'ai vu des gars sur Reddit justifier ce truc-là, parce qu'en fait, la compagnie dans laquelle est muté entre guillemets Titus, c'est une compagnie Primaris, donc il y a que des Primaris dedans. Et du coup, en fait, ils ont été envoyés directement sur le front de Kadaku, là, la planète où se passe l'intrigue, et que du coup, ils ont pas connu Macragge, par exemple. Donc ils ont pas connu les tyrannides. Genre, ils se sont battus contre des orques, ils se sont battus contre des chaoteux. Oui, parce qu'ils en parlent. Voilà, mais pas contre des tyrannides. Genre, c'est la première fois ever qu'ils affrontent des tyrannides. Ouais. Non, mais c'est assez logique, mais d'un autre côté, là aussi, je trouve que c'est la représentation du Space Marine comme juste un espèce de putain de bourrin, et pas forcément aussi un érudit ou un mec qui se renseigne sur des textes militaires, ce qui est pourtant très ultramarine. Oui, j'allais dire. Tu vois. Et du coup, je trouve ça vraiment dommage. Et c'est vrai qu'il y a des moments, j'étais en mode, ok, j'ai compris, vous faites allusion au Lord des Grey Shield, donc en fait, vraiment, les Primaris sont arrivés, ils avaient pas de livret. On s'interrogeait même pas sur leur génome, c'était juste c'est la grande armée de clones, tu vois, il faut les intégrer dans les chapitres et tout. Et voilà, tu vois, donc tu peux dire ouais, ces mecs-là, ils ont combattu, ils ont de l'expérience, mais au final, c'est des genoux par rapport à Titus, et c'est limite un des trucs les plus intéressants de l'intrigue de l'histoire. C'est même limite plus un thème qu'une intrigue. Ça aurait pu être utilisé beaucoup mieux que ça l'est, où globalement, t'as juste l'impression que Titus, il est en mode ouais, les jeunes, vous m'avez saoulé. Enfin, c'est un peu boomer versus zoomer, quoi, tu vois, et tu te dis vous auriez pu filer la métaphore, et j'aurais trouvé ça assez intéressant, tu vois, les mecs qui arrivent, nous on est des Space Marines mieux, toi t'es un dinosaure, frère, et t'es tout juste passé le Rubicon, donc fais pas trop le Mickey, tu vois. Et au final, non, c'est un peu sous-utilisé, et du coup les tyrannides, par rapport à cette construction, l'arrivée de différents organismes qui vont muter au fur et à mesure de leur mission, de leur fonction, j'étais en mode genre putain, mais c'est une logique ultra jeu vidéo, pourquoi on n'est pas en train de faire ça? Après, tu l'as vu, mais dans leur roadmap justement, ils annoncent des nouveaux ennemis, et du coup maintenant que Léviathan est sorti, ils ont un panel de nouveaux tyrannides génériques, tu vois. J'ai hâte de voir, parce que là le premier truc qui est sorti, c'est une mission PvE, celle qu'on a faite avec le Biotitan. Et du coup, c'est pas un ennemi. Oui, c'est un boss. C'est un boss de fin, mais qui au fond, tu vas même pas taper toi-même, tu utilises des batteries de canon laser. Donc j'étais en mode genre, bon, si ça c'est un nouvel ennemi, je sais pas si ça compte, mais c'est quand même pas terrible, tu vois. Donc j'aurais trouvé ça intéressant, par exemple, je sais plus comment s'appelle la créature, tu sais, qui pond des termagants. Oh, attends, j'ai un trou. Ouais, bon, vous voyez la maman qui pond, la maman des termagants. C'est ça. Tu vois, je me dis, il y a des fois des grosses séquences avec des grosses zones ouvertes. Tu faisais popper 2 créatures comme ça en disant faut les détruire avant que ça pop, tu vois, des vagues un peu à l'infini. J'aurais trouvé ça assez intéressant, mais ça peut faire une mission PvE très facilement s'ils ont les assets qui arrivent, et j'en doute pas qu'ils vont nous régaler. Mais c'est vrai que je trouve que un peu à la manière de l'arsenal Space Marine, c'est genre vous avez bien fait le truc, bien incarné le truc,
mais au final vous n'effleurez que la surface au profit du coup d'un deuxième ennemi, parce que visiblement on peut pas faire un jeu d'action sans qu'il y ait le chaos. Oui, c'est vrai qu'on peut, j'allais dire sans qu'il y ait un deuxième ennemi, mais c'est sans qu'il y ait le chaos, ouais, il faut le dire comme ça, qui sont les Thousand Sons. Alors déjà, j'étais très surpris de ce choix quand on l'a vu. Pourquoi dans le trailer, je crois que c'était je sais plus si c'est à la Gamescom, en tout cas c'est à l'été en 2023 du coup. Et j'étais en mode ok, pourquoi pas. Donc faction surprise de cet opus, qui malheureusement renforce ce que tu disais Raphaël, avec le côté le plot de The Ultramarines movie, le chaos manipule tout le monde. Et de Dawn of War 1 aussi. Et de Dawn of War, et de tellement de comics, et de tellement de produits dérivés Warhammer 40 000, on en a marre. Enfin vraiment, moi, quand j'ai vu arriver ça, je me suis dit bon, ça va forcément être ça, mais à quel point c'est flemmard, à quel point aussi c'est une autre des facettes où ils te font croire qu'il y a eu des trucs teasés dans le premier jeu, parce que je pense qu'ils comptent vraiment sur le fait que les gens ne reviennent pas. C'est pas comme rattraper un film, rattraper un jeu, en plus c'est un peu bon, si tu l'as sur Steam et tout ça va, mais si t'as pas de 3.6 tu le refais pas sur console. Clairement. Et donc du coup ils font des espèces d'allusions entre le sorcier et Titus en mode ils sont connus et tout, toi t'es en mode genre mais en fait non, enfin genre de quoi vous parlez quoi. Oui, ça aurait été un perso du 1 qui est devenu un sorcier de Tzeentch. Du coup là on serait complètement dans le trope, cool, mais on aurait pu se dire visiblement les persos du 1 deviennent des chapelains dans ce jeu, mais dans un reveal nul, là aussi dans un reveal complètement pointless, mais bon c'est pas grave. Parlons des Thousand Sons. Alors moi pour le coup on se moque, mais j'ai trouvé que par rapport au premier jeu, le premier jeu en termes de campagne il s'effondrait au moment où les Space Marines du Chaos arrivaient, parce que le gameplay il était pas du tout choyé, pas aussi poussé qu'avec les orques, et globalement ils étaient ultra statiques, ils avaient zéro riposte, c'était des espèces d'énormes punching balls qui prenaient des plots qui prenaient v'là les PV. En vrai, les Thousand Sons, du coup je pense que c'est le côté magique qui les a inspirés, parce qu'ils ont dit ok on peut faire des marines du chaos, mais du coup qui ont des effets. Il y a un VFX artiste qui s'est globalement beaucoup amusé dans le jeu, parfois un peu trop amusé, parce que des fois faut pas être les effets de particules c'est chaud. Ouais. Mais du coup les Thousand Sons ils ont vraiment ce côté, du coup ils peuvent le côté automate justifie le côté statique, et le côté horde d'ennemis aussi du coup. Ouais, et en même temps du coup ils peuvent se TP, ils peuvent utiliser la magie pour te repousser, ils ont les Zangor qui compensent aussi sur le côté horde pour avoir plein de petits ennemis façon permanente. Les cultistes avec leur et les cultistes avec leur sniper, et genre vraiment moi j'ai trouvé que limite le jeu était presque meilleur contre les Thousand Sons. Je sais pas ce que tu en as pensé. Je suis d'accord. En fait les Thousand Sons à affronter sont moins permissifs que les tyrannides. En fait t'es attaqué un peu sur tous les plans. Ouais, et puis surtout essayer de 1v1 un Scarab Terminator c'est compliqué, contre un guerrier tyrannide par exemple. Le Scarab Terminator tous les jours il te met cher quoi, et c'est assez bien parce que c'est quand même une armure Terminator, donc c'est logique. Et la variété des Thousand Sons c'est cool aussi, dans le sens où t'as les mecs avec le lance-flamme, t'as les mecs avec la Gatling. Alors en vrai là pour le coup t'as toute la gamme. Ouais, t'as toutes les squads, toutes les squads. T'as le sorcier, t'as le Hellbrute. Ouais, t'as quasiment toute la gamme en fait. Il manque le Mutalite. Des trucs qui viennent derrière, mais en vrai, elle est vraiment bien incarnée la gamme, et notamment le Hellbrute, je trouve c'est un super ennemi. C'est cool. Il a des patterns d'attaque et tout qui sont super, il est vraiment impressionnant. Le fait que du coup, ce soit un Hellbrute Thousand Sons qui peut se téléporter plutôt que juste un gros char d'assaut sur pattes. Franchement, j'ai trouvé ça, je me suis dit, ok, les mecs, par contre, le game designer qui a eu l'idée de dire, ou les mecs chez GW qui leur ont dit, ah ouais, vous voulez faire les marines du chaos, mais vous avez peur que ça soit un peu statique, comme on tombe dans les problèmes du premier jeu, prenez les Thousand Sons et faites-vous plaisir, parce qu'en vrai, l'aspect magique est pas forcément représenté sur les tables de jeu, et c'est là où un vrai jeu vidéo qui pense l'univers a aussi un coup à jouer, parce que les Thousand Sons là-dessus ils sont beaucoup plus ils ont un gameplay quelque part beaucoup plus dynamique et beaucoup plus anxiogène qu'ils l'ont sur les tables de jeu. Mais par contre c'est beaucoup plus proche de ce qu'on peut imaginer dans le lore. C'est-à-dire t'as un sorcier qui arrive, il TP 10 mecs là-bas, il les remet là-bas, il t'envoie son pote Terminator qui arrive, il lance ses missiles, il se re-TP et tout. Je voyais c'est vraiment ultra chiant, notamment dans les difficultés assez élevées, de les affronter. Et puis t'as toujours un connard de cultiste qui va te placer un coup de sniper au moment où t'as pas fait ta roulade, et puis après des bons finishers aussi bien satisfaisants, avec le fait que y a personne dans l'armure, donc ça crée des trucs un peu de magie et tout. Je trouvais que c'était il y avait plus de limite de créativité, il manquait le côté un peu mini boss qu'on a avec les tyrannides, mais c'était quand même vraiment pas mal. Moi j'ai bien aimé, et même presque j'aurais voulu en voir plus du coup d'un point de vue chaos, tu vois. Peut-être que dans les nouveaux ennemis il y a aussi parce qu'il y a des missions avec les phases en vrai, vu ce qu'ils ont fait sur le PVP etc, même ouvrez la voie au reste du chaos, j'ai envie de dire, parce que vous avez les assets en fait. Voilà, montrez-nous, je sais pas, des métaragnes.
Ouais. Enfin, tu vois, ce serait trop cool d'avoir un niveau où tu te bats contre des SMC génériques, je m'en fiche du chapitre, et genre le boss du fin, c'est une métarène, tu vois, et du coup, là aussi, t'as des patterns comme un Dark Souls, tu vois. Elle a les patterns elle te charge au corps à corps, je pense que tu pourrais même, parce que la difficulté de créer des boss et des ennemis uniques pour rentrer sur le côté un peu, utiliser aussi cette casquette-là pour faire de ce podcast pas juste une critique du jeu, mais en fait, c'est ça, c'est souvent en fait la réhute, c'est un peu le nerf de la guerre, c'est-à-dire si tu fais 9 boss, si tu fais un jeu où t'as des boss rush, alors il y a plein de jeux qui arrivent à camoufler ça super bien, mais globalement ça veut dire que en fait c'est très compliqué à développer un pattern d'attaque qui marche. Donc en fait par exemple typiquement un tourbillon, le boss qui tourne sur lui-même, par exemple le prince tyrannide le fait, le L-Brut le fait aussi. En vrai il y a des VFX, il y a un asset qui est pas le même, mais toute la technologie est réutilisée plus ou moins en fait en fonction des différents boss. Comme là-haut qui fait des trucs du prince tyrannide, et la zoanthrope le fait aussi. Donc souvent il y a besoin de faire ça pour que ça soit pas juste un jeu ultra coûteux à développer, parce que si chaque ennemi doit avoir une attaque spéciale et que une attaque spéciale, déjà il fait tout le temps cette attaque spéciale, donc c'est pas très intéressant, mais surtout en fait c'est trop compliqué à développer et trop cher à développer. Donc là c'est vrai que maintenant ils ont un pool quand même d'attaques qui leur permettrait de représenter pas mal de trucs dans la gamme, tu vois, ou juste une variante de sorcier, t'as le Infernal Master, tu peux taper un Harryman sans envie de triper, ce serait cool, tu vois, genre des oblitérators. Oblitérateurs de Tsen, ce serait trop cool aussi. En vrai voilà, des possédés. Des possédés, tu peux aller en fait un peu plus loin. Tu vois, par exemple, typiquement des possédés, je crois pas que les Thousand Suns, tu vois, ils ont accès aux possédés, mais tu vois, c'est typiquement, du coup, à quoi ça ressemble, et tu fais des possédés un peu en mode aviaire, tu vois, avec des plumes, avec des trucs comme ça, et comme le sorcier au final, le boss de fin. Tu représentes un truc qui est sympa, et j'aime bien quand ça va dans les deux sens. Tu vois qu'à la fois tu représentes les figues, mais que tu ajoutes un nouveau truc. Historiquement, je parlais du lance-grenade Astartes, donc c'est un assez mauvais exemple, mais tu vois, typiquement, dans Fire Warrior, c'est le Railgun qui n'existait pas pour les cibleurs avant Fire Warrior, puis qui est devenu un truc tellement maintenant iconique de la gamme TOW, quoi. Donc c'est cool quand ça marche dans les deux sens. Donc globalement, un univers qui, je pense, est quand même bien représenté, mais j'ai toujours un peu l'impression que malheureusement, on reste un petit peu en surface, trop souvent. Ça me mène à une troisième et dernière partie, cher Raphaël, qui était présentée sous forme de question, parce que j'avais envie de te demander si c'était un jeu comme on n'en fait plus, ou un jeu d'un autre âge. Parce que, pour parler de ce qui est cool, quand même, c'est que c'est le retour un peu inespéré pour nous qui sommes assez fans de ce genre de jeu. Il y a une campagne, c'est jouable en coop, il y a du PvE, il y a un PvP plutôt simpliste avec genre 3 maps, mais ça a le mérite d'être reposant dans un monde où tout est, on en parlait en off avant de se lancer, mais tout est compétitif, y compris notre hobby. Encore mieux, il n'y a même pas de vrai season pass envahissant, c'est-à-dire qu'en fait c'est pour des cosmétiques, donc tu peux aussi t'en battre les couilles. En l'occurrence, les cosmétiques sont assez bien foutus et je pense qu'ils savent très bien qui ils visent, à savoir les hobbyistes. Et là on comprend pourquoi ils ont investi autant d'argent. Donc du coup je trouve que c'est vraiment très très cool. Et je sais pas si tu as vu ce feeling là, mais je sais qu'il y a une soirée où on a joué avec toi et mon frère. Et genre vraiment quand j'ai posé la manette, j'ai eu vraiment un feeling. Je me méfie de ma propre nostalgie à titre personnel, mais j'ai vraiment eu un côté vraiment très réchauffant à l'ancienne, de me dire putain, ça fait 3 heures je joue avec les potes et c'est juste finir l'émission et genre je me mets en Blood Raven parce que mon frère il est fan de Dawn of War et on se met en squad et tu vois, tu te tapes un petit délire et puis t'as ce côté un peu power fantasy à 3 en disant en plus j'ai pas la chance de jouer avec lui parce qu'il est pas dans le hobby contrairement à toi. Enfin moi j'ai trouvé, j'en avais pas les larmes aux yeux, mais tu vois, j'ai quitté le truc, je me suis dit putain, mais ça fait longtemps que je me suis pas autant amusé, enfin, où un jeu a un peu dépassé le cadre de juste l'amusement manette en main, mais vraiment, ah ouais, putain, c'est trop cool, j'ai trop hâte de refaire ça avec mes potes, quoi, tu vois. Avec mes potes, en plus. Oui. En fait, pour moi, t'as 2 choses que fait très bien Space Marine 2 à ce niveau-là et qui ne se fait plus aujourd'hui, donc effectivement d'un autre âge. La première, c'est un peu ce retour de la couch coop. Tu sais, alors même si c'est pas dans ton canapé, au sens propre parce qu'on n'est pas côte à côte dans un canapé en train de jouer, mais il y a ce feeling très, tu es dans ta mission entre potes, tu peux très bien poser ta manette, aller ou ton clavier souris et aller te faire une tisane ou que sais-je, et tes potes sont en train de discuter ensemble et le jeu il continue pas, le jeu il se met aussi en pause, tu vois, et ça aujourd'hui, dans les jeux en ligne, ça existe plus, parce que tout est en ligne tout le temps, et tout le temps, tout va très vite, machin. Donc, il y a aussi ce feeling, tu vois, très à l'ancienne de non mais les gars, là, on va faire tu sais, genre, la mission, techniquement, je sais pas, tu peux la faire en 35 minutes,
tu dis non mais non, nous on va la faire en 1 heure parce qu'on va explorer chaque coin, parce qu'on cherche les données d'armurerie, parce que je veux récupérer les journaux audio, et parce que même si ça va déclencher une vague d'ennemis supplémentaires ou quoi, bah c'est pas grave, tu vois, genre parce qu'on est entre nous, on est, et puis on se montre nos skins, tu vois, on se met en scène, voilà, il y a ce truc très coopératif qui est un truc du hobby, hein, on va pas se mentir, qui est le côté de regarde, j'ai converti ma figue, regarde, j'ai un nouveau schéma de couleur. T'as pas une armée, mais t'as ton armure à monter, quoi. Il y a ça, du coup, qui je trouve fonctionne de ouf et qui est hyper bienvenu dans, comme on le disait tout à l'heure un peu en off, où tout va dans le jeu vidéo et est devenu très compétitif, très faut que ça aille vite, faut que ce soit rapide, faut que ça agite les clés devant le gars pour qu'il capte son attention, tu vois. Et le deuxième truc, c'est la récompense. Chaque action a une récompense. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, dans le sens où tu fais la moindre mission coop ou tu fais la moindre partie de PVP, tu gagnes un truc. Et c'est pas un truc qui va te servir à rien comme dans plein de jeux où t'as une barre de... t'as un season pass, tu vois, qui va te faire... Il y a un petit peu cet effet-là sur le PVE, je vais jamais y arriver, mais tu sais, avec, tu sais, quand tu débloques, t'avances sur les armes, t'avances sur ta classe, et c'est... mais tu vas gagner à chaque fois une pièce d'armure. Mais t'as toujours un truc. Une nouvelle des golds pour acheter une nouvelle couleur d'armure, tu vois, ou une iconographie de chapitre. Donc en vrai, c'est vrai que c'est assez reposant et assez explicite. En mode, tu comprends, à part vraiment l'arbre de compétences, mais là qui fait très aussi développeur de l'Europe de l'Est, où t'as des trucs, tu te dis putain, le grinding, de dire je suis à 2,5% plus vite en rechargement, et tu fais qui veut faire ça genre vraiment. Mais c'est vrai que tu poses la manette à la fin de la game, t'es content, et tu vois les trucs, tu vois les récompenses tomber, et t'as le smile, quoi. Bah, tu vois, et moi, c'est un feeling pour moi qui est assez proche d'un Diablo ou d'un hack and slash. C'est le feeling du loot que tu l'as entre guillemets mérité parce que t'as joué, mais t'as pas besoin d'avoir un skill de ouf pour le mériter. Et surtout, du coup, vu qu'il faut faire des victoires, en fait, tu peux jouer en difficulté minimale et quand même avoir une arme. Ou tu peux être mauvais en PVP, mais juste jouer, en fait. Genre, tu peux te prendre défaite sur défaite sur défaite, et si... Enfin, vaut mieux gagner quand même. Oui, mais disons que si ça te blesse pas dans ton ego, tu t'en fous, parce qu'en fait, dans tous les cas, même si tu défaites à chaque fois, tu vas gagner de l'XP, tu vas débloquer les récompenses, tu vois. Et du coup... tu peux potentiellement être niveau 23 en PVP et avoir une armure super stylée, et pour autant ne pas être un cador du jeu et un PGM, tu vois. Complètement, c'est vrai que c'est assez reposant là-dessus et assez accessible aussi, il faut le dire. Et c'est très friendly, tu vois, parce que tu peux jouer avec tes potes, etc. Donc, non, c'est vrai que là-dessus, t'as pas besoin, et puis même en fait, un jeu où t'as pas besoin, enfin, là aussi, peut-être que c'est vraiment très bizarre de le dire, mais je pense que les joueurs qui sont au minimum trentenaires vont se reconnaître là-dedans, c'est-à-dire un jeu où tu passes la manette à ton pote, tu te dis ok, alors t'appuies là et là, et il y a rien d'autre. Tu vois, c'est très bien. Et même, tu vois, par exemple, le PVP, je sais qu'on peut s'en moquer parce que c'est très, très basique dans l'équilibrage, t'as que 3 maps, donc tu peux te dire, en fait, qui a envie de jouer ça? Mais moi, en fait, j'ai passé un nombre d'heures qui est déjà quand même assez... alors, c'est pas incalculable, mais assez important par rapport à d'autres jeux qui sont les jeux du moment, mais où, en fait, mec, j'ai le crâne explosé au bout de 10 minutes aussi, quoi. Alors qu'en fait, là, le fait que j'ai pas d'ult, enfin, tu sais, genre, j'ai juste une capacité, je ramasse mes grenades au sol, enfin, tu vois, genre, et j'étais en mode, genre, en fait, j'aime encore bien ce feeling-là, tu vois, en mode skill, quelque part, skill only. Tu vois, en mode, y a tellement peu que t'en reviens à manette en main, tes réflexes, ta lecture de la map, qui sont des maps qui sont pas forcément très belles, mais qui sont conçues pour être jouables, tu vois. Oui, clairement, c'est des environnements de gameplay, pas des environnements esthétiques. C'est ça, un petit côté un peu, tu vois... Unreal Tournament, quoi, tu vois, par moment, quoi, mais bon, je sais pas, j'étais en mode genre, c'est quand même plutôt reposant. Et alors, c'est assez marrant parce que visiblement, on l'a vu dans 2-3 déclarations des développeurs, c'est une volonté assez affichée de faire un jeu comme ça un petit peu à l'ancienne, ce qui a bien fonctionné. La même année que Helldivers, où les devs de Helldivers vous disent aussi un petit peu des trucs... pas exactement dans le même cas de figure, mais en fait que ils voulaient pas spammer les gens, tu vois, avec un truc de season pass et tout, et c'est des cosmétiques, t'achètes pas, tu peux même utiliser une partie de la monnaie du jeu pour avoir une ristourne sur ta monnaie réelle, enfin c'est quand même plutôt accessible et c'est pas prise de tête, et c'est juste tu viens avec tes potes
tu défourailles du Zerg, enfin du Terminid dans l'occurrence, et puis tu passes à une autre mission ou tu passes à un autre jeu, mais c'est pas très grave. Oui, t'as fait ta petite game de 30 minutes avec tes potes, t'as pris ton petit kiff et voilà. Et il va se passer des choses qui sont cool dans ce petit kiff, dans ces 30 minutes-là. Comme là, il y a un lictor qui peut popper, un carnifex, que sais-je. Et c'est vrai que du coup, ça fait des souvenirs assez vite. Et donc, effectivement, moi je trouve que c'est vraiment symptomatique de l'année horrible qu'on est en train de vivre pour le jeu vidéo, de se dire en fait, putain, d'un coup, t'as des mecs dont la seule ambition, c'est visiblement de dire. Moi je veux pas réinventer la balle, et d'un coup les gens ça vend des millions d'exemplaires, donc ça te dit à quel point l'industrie elle est malade aussi, quoi, tu vois, c'est marrant parce que outre tout ce qui se passe dans le jeu vidéo en ce moment, si vous n'êtes pas au courant des milliers, des dizaines de milliers de licenciements depuis l'année dernière, il y a un bon article, un bon reportage de l'ami Jean-Victor sur Combini, sur YouTube, que vous pouvez regarder, 50 minutes, vous aurez toutes les clés, les tenants et les aboutissants. Je ferme la parenthèse, je redonne la parole à Raph. Mais outre ça, effectivement, plus tout le retour du Gamergate et autres polémiques débiles qui n'a pas lieu d'être, on va en reparler d'ailleurs. Voilà, et ben en fait il y a quand même une constante qu'on ne peut pas casser, c'est que les jeux qui ont fonctionné et qui ont fonctionné fort, type Space Marine 2, ce sont des jeux qui exploitent ce qui se faisait de mieux avant et qui n'ont pas la prétention de réinventer la roue. Parce que tu vois, Helldivers 2, c'est une formule éculée. Space Marine 2, Baldur's Gate 3, qui a eu le GOTY l'année dernière, c'est des trucs basiques et classiques dans leur gameplay, etc. Mais suffisamment bien exécutés. C'est ça. Parce que les personnes qui les ont fait, c'est des gens qui se sont dit, je fais un jeu. C'est pas un jeu pour surfer sur. En ce moment, ce qui marche, c'est le FPS. Alors, je fais un FPS, tu vois. C'est en mode, moi, je fais Space Marine 2. Dans ma tête, c'est quoi ? C'est un TPS. Et c'est quoi un bon TPS ? C'est quoi un bon TPS ? C'est quoi les références ? Envie de jouer, voilà, c'est quoi les références du TPS qui ont marqué les joueurs ? Ah ben c'est Gears. Ah ben c'est Mass Effect. J'en sais rien, tu vois. Ils disent, ok, bah let's go. On prend ça. Et on va pas inventer un nouveau gameplay, on va pas inventer un genre de jeu qui n'existe pas encore. Non, on fait un truc, mais on le fait bien, quoi. Et ça, je trouve, c'est cool. Ouais, c'est cool. Et c'est assez rigolo parce que du coup, la volonté des devs a été un petit peu transformée, ou en tout cas accaparée par une déclaration polémique qui a été renforcée chez nous par notre Julien Chiez national, qui s'est fendu aujourd'hui alors on enregistre ce podcast dans un tweet absolument légendaire sur la réélection de Trump. Allez voir ça vaut le détour. Non, n'allez pas voir ça. Mais tout simplement, en fait, il y a eu une déclaration qui est sortie de son contexte, et en fait même Saber Interactive n'a pas confirmé que c'était quelqu'un de chez eux qui avait dit cette déclaration, même si je crois que c'est à partir d'un Reddit en fait. C'est-à-dire que sur Reddit, il y avait un gars qui avait dit ouais, j'apprécie le contenu de tel média, donc apparemment un gars de chez Saber, et qui disait, donc là il parlait de ce côté ouais, on veut faire des jeux à l'ancienne et tout, et après il finissait avec un peu une virgule, ah ouais, et puis par ailleurs quand je bossais dans telle autre boîte, moi j'étais vraiment atterré de tous ces jeux à message qui étaient nuls, qui voulaient juste faire passer tu vois des thèmes et des trucs et tout. Donc en fait tout ça c'est un peu mélangé, c'est-à-dire qu'à la fois le retour à une certaine forme de fun, je dirais un peu paisible, on l'appelle de nos voeux, et d'un autre côté, ce côté ouais, il faut pas que les jeux aient des messages, genre j'étais en mode genre frère, la quote est trop bizarre. Et en fait la polémique, alors, on n'en a pas trop parlé en France, même si Julien Chiez et tout, mais je veux dire ça a vraiment fait le tour d'internet, côté dev en tout cas pour ma part, et aussi côté fan du hobby, de dire putain, mais en fait du coup le gars qu'est-ce qu'il a réfléchi à l'univers qu'il adapte, parce que tu vois, mis en parallèle les deux, de dire ok, donc le gars il dit il y a pas de message, mais t'es en mode frère, en fait t'adaptes une satire, donc c'est quand même un peu space comme positionnement. Et au final Saber a genre ni infirmé ni confirmé, donc je pense qu'ils sont un petit peu emmerdés, tu vois, par cette déclaration là. Studio qui par ailleurs du coup maintenant est sans doute à un moment horrible pour l'industrie du jeu vidéo, très courtisé par les éditeurs par rapport au succès de ce jeu, donc eux ils sont à l'abri pour quelques années encore. Donc je pense qu'ils n'ont pas trop envie d'entacher cette réputation là. Mais ça m'a fait rire que du coup il y a cette espèce de confusion quelque part, de dire ah ouais, c'est un jeu cool parce que Space Marine 2 au moins c'est pas woke. Ouais. Et alors ce qui est trop drôle, c'est que du coup le jeu est quand même dans un truc que je vais pas citer, mais qui est en gros une espèce de liste du Gamergate où les jeux sont triés woke, pas woke, et il est quand même dedans parce que les mecs sont absolument zinzin, et donc dès qu'il y a un personnage féminin, t'es woke, ça tombe mal. Il y en a
Juste un, mais ouais, un peu central. Ouais, et encore. Non, on va. Et central serait lui donner. Non mais central dans l'émission, tu vois, ouais, genre, tu dans la le vois sens, popper, elle a plus de répliques que le mec random. C'est un foutu major cadien, quoi. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'on en a à foutre. Mais visiblement, c'est ça qui est génial avec ce jeu, c'est que il semble visiblement avoir offensé des gens qui pensent que le jeu est adapté au premier degré, que c'est vraiment, tu vois, une pub turbo-fasciste. Tu es Space Marine, c'est trop bien. Bah, alors, en fait, il y a les deux. C'est-à-dire qu'il y a des mecs, c'est ça que je voulais dire, c'est-à-dire qu'il y a des mecs qui sont en mode, ouais, c'est génial, enfin un jeu sans agenda politique, anti-woke ou je sais pas quoi. Ça. Et d'un autre côté, t'as aussi des gens qui disent, bah, en fait, ce jeu, il est trop bizarre parce que Saber, c'est des développeurs russes à l'origine, même si maintenant ils sont à moitié américains et qu'ils ont ouvert des bureaux partout dans le monde. Et donc il y a même eu de la propagande ukrainienne qui expliquait que si t'achetais Space Marine 2 ça donnait je sais plus $16 directement dans la poche de la Russie. Bon, ça ne marche pas comme ça, c'était de la propagande. Soutient l'Ukraine malgré tout, mais c'est assez terrible de voir qu'en fait le jeu des deux vraiment il a un peu antagonisé et en même temps plus à tout le monde. C'est très bizarre comme positionnement. Mais je pense qu'il y a aussi un effet où Warhammer 40 000 c'est nouveau et les gens ont peut-être besoin aussi d'apprendre à s'y familiariser, quoi. Après, c'est aussi ce que tu avais déjà, je crois, relevé dans un podcast, mais beaucoup de gens ne comprennent pas cet univers, ou en tout cas ne le comprennent pas comme l'univers a été créé, dans un but dans lequel il a été créé, comme tu disais, de la satire. Et typiquement, moi j'ai en tête un Reddit très particulier. Dans le jeu, à un moment donné, t'as un commissaire canadien qui lâche un maxi discours debout sur un Benblade, mais genre tu peux pas faire plus crypto-fasciste que ça, parce que le mec il est littéralement en train de dire à ses ouailles genre non mais nous on est les plus forts, vous allez crever pour l'empereur, et puis de toute façon ceux qui vont pas crever je les fusille là direct et tout machin, genre c'est turbo-fasciste. Et t'as des mecs qui ont screené ce truc là, l'ont mis sur Reddit et sont en mode ah ouais putain mais ça c'est trop classe, ouais j'ai trop envie de faire ça et tout, et t'es là genre mais gars, et ça c'est horrible, horrible. Et surtout après il y a aussi sur cette même séquence il y a des gens qui l'ont passé en allemand et en japonais, et ils étaient en mode on se rend compte que c'est un peu plus un peu facho, et en fait tu te dis genre c'est trop bizarre que vous ayez besoin de la langue allemande pour comprendre ça, en fait. Genre, je sais pas, vous avez pas compris que c'était des allégories du fascisme et du nazisme. Il faut que vous le mettiez en allemand. Alors que le jeu, du coup, j'ai l'impression, essaye quand même de faire des espèces de précautions bizarres, notamment dans, tu sais, le carton d'intro n'est pas le carton d'intro habituel. Oui, très étrange. Il te dit, vive dans ce régime, etc. Donc il y a quand même des 2-3... Enfin, c'est édulcoré un petit peu. C'est un peu édulcoré, et en même temps, ça rappelle quand même effectivement que c'est sans espoir, qu'il faut abandonner la raison, etc. Bon, j'étais en mode, c'est à la fois le carton habituel, mais pas vraiment. Du coup, j'avais vraiment du mal à comprendre où se positionnait le jeu, et je le soupçonne peut-être justement d'être dans un positionnement qui serait une espèce de positionnement à base de tant que vous aimez Warhammer, tout va bien se passer, tu vois. Mais du coup, c'est sûr qu'il y a 2-3 mecs qui risquent de te choquer complètement dans un sens ou dans l'autre sur certaines scènes, en disant ouais putain ça me fait bander, ou alors oh mon dieu mais je suis en train de jouer à un jeu de facho, quoi, tu vois. Ouais, bah, et des gens qui vont se mettre au hobby via le jeu et qui vont s'attendre. Ça, on va en parler. Ouais, mais tu vois, qui vont s'attendre à retrouver certains aspects qu'ils ont aimés dans le jeu, dans le hobby, et potentiellement ils vont être déçus, tu vois. Là encore, d'où l'intérêt, je pense, des fois de nuancer un peu la figure du Space Marine sur le côté. Est-ce qu'il est pas aussi un peu un érudit? Est-ce que c'est pas aussi une espèce de monstre dans le côté, tu vois, les organes, les trucs un peu chelous? Parce que pas juste un espèce de putain de chevalier stylé. C'est un peu ce que t'es quand même dans Space Marine. Bah en fait, j'ai l'impression d'être débile de rappeler ça, mais les Space Marines ne sont pas les gentils. Oui, mais je pense que la plupart des gens qui nous écoutent le savent et l'ont compris, tu vois. Mais c'est vrai que du coup, il manque peut-être aussi des fois d'un regard extérieur ou d'un pas de côté, parce que moi, en fait, ça me fait supra kiffer quand genre t'as les Cadiens qui arrivent, ils se mettent à genoux, my lord, et tout. Et tout, ça c'est fleur. T'es en mode ok, trop bien, tu vois. Mais d'un autre côté, c'est trop bizarre qu'il n'y ait pas non plus de temps en temps, tu vois, la menace de l'Inquisition, ou tu vois, ou que tu comprennes ce qu'est l'Imperium, parce qu'en fait tu comprends pas vraiment, parce que tu vois des gardes impériaux mourir tranquille pépouze, et tu vois des Space Marines qui sont en mode Xenos tué, et tu vois, t'es en mode genre ok, mais est-ce que quelqu'un organise cet univers? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça fonctionne? T'as vraiment l'impression qu'ils veulent pas en parler. Enfin, il y a un côté un peu, nous c'est, alors après, there is only war, tu vois, mais genre des fois je me dis il me manque un peu cette saveur. Ça pourrait passer par les dialogues peut-être, tu vois, pour faire une comparaison, Hammer and Bolter. Ouais. Tu vois, de dire, des fois dans Hammer and Bolter,
tu sais que t'as des putains de discours en mode motivational speech et que c'est crypto, facho et tout, machin, mais c'est ce ton très particulier Warhammer 40 000. Mais il y a toujours une espèce de balance un peu de... Il va y avoir un truc ironique, il va y avoir de l'humour noir, il va y avoir un truc glauque. The Tease. Ouais. The Tease, si vous avez pas vu, c'est la nouvelle série d'animation sur Warhammer Plus pour ceux qui payent l'abonnement. Et qui est vraiment une hyper bonne représentation pour le coup de cet aspect Warhammer 40 000 total de... Tu vois un truc pseudo-héroïque dans une partie de l'épisode, et souvent à l'échelle de l'Imperium, c'est rien du tout. Et souvent à la fin de l'épisode, la conclusion te dit t'as cru, mais... Et je trouve que ce pas de côté est assez intéressant, et peut-être, alors c'est con qu'on en arrive là, peut-être qu'on n'en a pas besoin, on pourra en discuter, vous nous direz ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires, mais je me demande si c'est pas un petit peu la solution pour faire survivre Warhammer 40 000 authentiquement, en 2024, quoi, tu vois, de dire, ok, bon, il y a des mecs qui peuvent le prendre premier degré, on va pas dénaturer l'univers, par contre, il faut s'assurer qu'on ait cette espèce de mouvement de balancier vers, ouais, mais en fait, ça a servi à rien, tu vois, typiquement, genre, ouais, vous avez fait bouffer une planète pour rien, juste comme ça, tu vois, et du coup, pour arrêter les tyrannides, parce que c'est souvent des trucs comme ça, et ça existe dans le lore, ce serait pas dénaturer l'univers, et c'est vrai que là, c'est juste un petit peu, bon, de toute façon, vous l'aurez compris, mais l'histoire... elle est pas terrible. C'est-à-dire qu'en fait, elle donne l'impression de commencer, mais de jamais vraiment terminer. Je me demande s'il n'y aurait pas d'autres missions, d'ailleurs, bonus, au bout d'un moment. Donc, à voir. Mais du coup, ouais, je sais pas. Du coup, ça a manqué par moment, je trouve, cette espèce de petit pas de côté, ce petit rappel dans la tonalité. Et je pense que ça aurait peut-être dissipé, du coup, une partie des polémiques pour le coup. Ouais. Et j'espère en tout cas que dans la future adaptation de Henry Cavill, ce sera un petit peu plus... Là, je pense que c'est... Vu qu'il n'y a même pas en plus le délire de Power Fantasy, de tu joues manette en main, etc., il y a quand même limite un peu, j'ai envie de dire, un peu encore moins d'excuses. Là, tu adaptes vraiment l'univers dans son ensemble. Parce que Space Marine a, entre guillemets, cette carte Joker empoisonné de dire ouais mais nous on adapte que Space Marine. Oui, le jeu s'appelle littéralement Space Marine. Donc en mode ça, le reste ça nous intéresse pas, et encore on voit de la garde, on voit l'Adeptus Mechanicus, il y a des petits détails sur le reste de l'univers qui sont quand même sympas, mais effectivement pour Amazon et Henry Cavill ça va être encore plus important. Après, on a dit jeux qu'on n'en fait plus. On pourrait aussi parler finalement de jeux d'un autre âge, mon cher Raphaël, parce que on a vu aussi quand même pas mal dans Space Marine 2 les faiblesses d'un genre assez vieillissant. On a parlé des menus pas simples à naviguer, l'école Europe de l'Est du game design, l'ergonomie qui laisse beaucoup à désirer. Et c'est peut-être finalement là que le jeu trouve le plus ses limites, je trouve, bien plus que dans des pseudo-polémiques ou tout le reste. Et c'est peut-être là aussi qu'on se rend compte que son budget est pas si élevé. Alors officiellement il n'a pas été publié, il serait autour de $40 millions, pardon. 40 000, ça y est, c'est qu'il adapte, parce que on le comprend dans différentes déclarations. On fait les calculs, on arrive entre 30 et 40 millions, ce qui commence à être pas mal, mais c'est pas non plus... c'est pas un maxi triple A. C'est pas un maxi triple A, c'est-à-dire que c'est effectivement, on n'est peut-être pas loin du triple A, mais on est quand même très loin d'un très gros triple A, type un Call of ou un truc comme ça, quoi. Donc c'est vrai que c'est quand même assez imposant ce qu'ils ont réussi à faire, y compris sur 3 types de jeux, campagne, par ailleurs en coop, PvE, PvP. Donc est-ce que ces faiblesses-là t'empêcheraient, pour un peu ouvrir le débat vers l'avenir, finalement de continuer à jouer au jeu, de le relancer de temps en temps, ou est-ce que tu t'imagines qu'ils vont peut-être fixer un petit peu 2-3 trucs, et puis ça devrait corriger 2-3 trucs, et puis ça devrait le faire. Moi je t'avoue que là, au vu de la première mission qu'ils ont rajoutée, qu'on a faite l'autre jour, toi et moi, qui était sympa, mais pas non plus transcendante, j'ai envie de dire, si c'est ça, ce à quoi on va avoir droit de manière ponctuelle, je suis pas emballé. Ouais. Par contre, s'ils tiennent la promesse qu'ils ont teasée dans ce trailer qu'ils ont diffusé via le site de Game Workshop pour Warhammer Community notamment, où ils ont dit où il y aura un mode horde, il y aura des nouvelles cartes PVP, des nouveaux modes PVP, des nouvelles armes aussi, ils ont dit, et potentiellement, on en parlait tout à l'heure, mais s'ils se mettent à intégrer des nouvelles classes, là, en vrai, ça pourrait être un jeu sur lequel je me vois retourner de manière régulière et ne pas le désinstaller. Voilà, et ne pas le désinstaller de mon ordi, de le garder toujours dans un coin et voir tiens, il y a un nouveau truc, j'y vais, tu vois. Comme je le fais avec les jeux Blizzard encore aujourd'hui, à chaque fois qu'ils sortent un nouveau patch ou une nouvelle extension, etc. Par contre, si ça stagne
et que ils décident de rajouter des missions PvE, mais où le scénar est toujours râler pas crête, et si au final on me dit tiens prends ton update, et en fait c'est genre une nouvelle épaulette, je suis en mode bah les gars, ce sera sans moi en fait. Bah, je pense qu'ils ont développé un jeu qui est une structure maintenant sur laquelle ils peuvent vraiment greffer de tout, c'est-à-dire à la fois des petits cosmétiques de temps en temps, une mission PvE qui peut être assez facile à construire par rapport à ce qu'ils ont déjà, voire même des variantes de celles qu'on a déjà avec, tu vois, un level art qui change, des nouveaux ennemis, tu vois, des nouvelles configurations. Le mode Horde paraît être un super bon outil s'il est plutôt bien développé aussi. Ça sent potentiellement le truc qui était aussi développé comme un 4e mode de jeu. Potentiellement, on peut aller jusque-là en précision, parce que le mode Horde, notamment sur les Gears, c'était vraiment un putain de mode de jeu à part. C'est une institution, ouais, clairement. Donc vraiment, il y a vraiment de quoi grinder, et c'est le mode de jeu de grind par excellence, quoi. Donc je trouve que ça serait intéressant de l'avoir. Peut-être qu'ils l'ont pas mis au lancement, mais qu'ils savent que ça pourrait faire une update où les gens reviendraient. Grosse update gratuite, là, pour le coup. Donc vraiment, c'est intéressant. Et donc, ouais, je pense qu'ils ont plein de paliers d'intérêt, plein de leviers qu'ils peuvent activer, et ça peut donner quelque chose de plutôt bien. Je pense que ça serait quand même cool de aussi faire des petites corrections sur la qualité de vie, parce que tu dis putain, encore une 4e barge pour le mode Horde par exemple. Ça risque d'être globalement compliqué. On arrive doucement mais sûrement sur la conclusion, et je voulais te demander en quelques mots, Raph, ton avis avant qu'on parle potentiellement de ce qui nous attend pour la suite, Space Marine 3 et consorts. Comment tu résumerais finalement Space Marine 2, et quel est ton avis pour nos auditeurs et auditrices? C'est un peu bien mais peut mieux faire, dans le sens où c'est un banger sur plein de trucs, mais il a trop de défauts pour que je les oublie, je les occulte si tu veux, tu vois. Et surtout, il y a un truc, par contre, c'est répétitif, et que, comme tu le disais, si t'as pas une bande de potes avec qui jouer et que tu joues tout seul, tu vas très très vite t'ennuyer et te lâcher du jeu, je pense. Ouais, tu fais la campagne, tu fais les missions de PvE une fois, et puis tu passes à autre chose. Tu fais peut-être un peu de PvP. Et en même temps, tu vois, enfin, je veux dire, je suis conscient de la limite répétitivité, pour le coup, tu le ressens assez vite, je me fais pas des grosses sessions. Mais je trouve que c'est quelque part aussi un peu un mal moderne, et qui nous empêche finalement alors que nous deux par exemple, on n'est pas du tout des gens à jouer à Fortnite ou à tout le temps le même jeu, on essaie de tester des trucs, on fait du solo, on fait du multi, machin. Je me dis en fait la répétitivité, elle tient aussi qu'à toi, c'est-à-dire qu'en fait si tu veux ne jouer qu'à Space Marine 2, oui c'est répétitif, mais si t'as un petit truc solo à côté que tu fais de ton côté, et de temps en temps tu logs tout seul ou avec un pote ou 2 potes, en vrai ça passe. Après c'est vrai que c'est pas un gameplay qui est suffisamment profond pour te dire ah ouais, ça réinvente l'expérience de fou, parce que notamment on l'a dit, les armures proposent pas des gameplays tellement différents, mais et pareil, quand tu auras un mode Horde, ce sera un gameplay en plus, enfin ce sera un mode de jeu en plus, mais pas un gameplay en plus, justement quoi, ce sera la même chose en plus défensif, mais quelque part ça sera peut-être aussi plus reposant. Il n'y a pas besoin de grinder toute la mission. Bien sûr. Après, je pense à des gens, j'en connais, des perfectionnistes, tu vois, qui veulent absolument platiner chaque jeu qu'ils font. En fait, là, tu platiner crâne, Space Marine 2, c'est un enfer, mais je pense. Même progresser, tu vois, genre, parce que contrairement à Helldivers 2, tu personnalises différemment, mais tu vois, t'as vraiment un côté, là, putain, en fait, notamment en PvE, jouer à haut niveau, avec mon frère, on a fait toutes les missions au niveau 2, on a voulu arriver en niveau 3, on n'avait pas le niveau, parce qu'en fait il faut grinder le niveau 2 jusqu'à ce que ça soit plus amusant tellement t'es fort pour passer au niveau 3. Et ça aussi c'est une école que moi, enfin tu vois, l'école du grind, de dire ah ouais, de niveau en gros 5 à 12 t'es au niveau 2. Ouais, mais frère, 7 niveaux à grinder et c'est long, hein. C'est pas parce que vous faites une mission que vous passez un niveau. Non, il faut au moins 3 missions. Et du coup, ouais, c'est quand même, tu dis. Et puis les missions sont scénarisées. Oui. Donc en fait, du coup, tu te tapes tout le temps les mêmes dialogues, les mêmes trucs, et ça, c'est vraiment. Et tu peux pas passer. Ouais, il y a vraiment un truc là-dessus qui est très bizarre où. Bon, ils pouvaient pas savoir, mais du coup, ça tient vraiment pas la comparaison avec l'autre jeu un peu bourrin, crypto-facho du moment, Helldivers 2, où en fait, t'as un aspect beaucoup plus procédural, et donc en fait, les missions, elles te saoulent pas, parce que t'as pas de dialogue, t'es avec tes potes, tu te balades, tu le fais dans l'ordre que tu veux, c'est beaucoup plus libre. Et donc même si ça reste répétitif, le fait que tu puisses te démerder pour faire la mission à ta manière
casse le côté répétitif. Et là, ils l'ont pas encore. Peut-être qu'ils pourraient l'avoir avec le mode Horde s'il est suffisamment bien pensé. Mais c'est vrai que, bon, ça reste quand même une grosse faiblesse du jeu si on y accorde toute notre attention. Mais après, si c'est un jeu que vous faites, par exemple, vous êtes hobbyiste, vous n'êtes pas un méga gros gamer, mais vous avez envie de vous mettre sur un jeu là, avec les fêtes, vous avez envie de le mettre sur la liste de Noël et tout, moi je trouve ça se légitime de fou, quoi. Ça, je pense que c'est un truc, c'est comme tu dis, si tu te le chopes sur ta console de salon, tu te fais la campagne solo dans ton salon, dans ton canapé, une petite tisane, machin, tranquille, franchement. Beaucoup de tisane dans ce podcast. Ouais, c'est le soir. Ouais, c'est ça. Non mais tu vois, genre bon délire. Après, est-ce que il y a aussi, il faut qu'on parle de l'aspect financier parce que ça reste une préoccupation aussi. Vous allez claquer 70 boules sur console pour un truc que vous allez. La campagne se fait assez vite quand même, mine de rien, la campagne solo. Si on fait juste la campagne, j'entends pas les missions ni rien, ça se fait quand même assez vite. Hein. Moi, je l'ai fait en 2 jours. Oui, c'est rapide. Ça va faire 5-6 heures. Ouais, voilà. Et du coup, si par contre vous claquez vos 70 boules, vous faites la campagne, et une fois que vous avez fini la campagne, vous dites « Ouais, j'ai bien aimé, mais j'ai pas forcément envie d'en faire plus. » Ça fait cher l'expérience, quoi. Ouais, je pense qu'en fait, c'est vraiment un prix qui les vaut si vous touchez un peu à tout. Ouais. Et c'est un peu, de ce point de vue-là, là aussi, un jeu à l'ancienne. C'est-à-dire, ça fait partie de ces jeux où c'est vrai qu'à l'époque... si tu faisais que la campagne d'un Gears, frère, non, fallait que tu joues avec tes potes en local, fallait que tu lances le Xbox Live, donc tu rallonges avec un abo et tout, mais ouais, là, t'avais vraiment l'impression d'une expérience sur laquelle tu pouvais passer des années, quoi. Alors que ça ne se fait plus vraiment. Donc, mais c'est vrai que c'est un peu bizarre. En fait, on est aussi entre des époques complètement différentes avec ce jeu, et du coup, il est difficile de le classer. Ou d'autres trucs qui te viennent en tête, ou c'était à peu près tout? Écoute, si après, ouais, bien sûr, quel impact sur le long terme le jeu va avoir sur le hobby? Ouais, je vais en parler juste après dans ce qu'on appellera la suite. Je vais vous donner avant ça mon avis. Du coup, comme Raph l'aura dit, hein, pour moi, jeu action à l'ancienne, donc faut voir si ça vaut ses 70 € ou pas. Dans tout ce que ça va être glorieux, hein, je pense qu'on l'a dit, un peu de rétrograde et de brouillon aussi par moment, ce qui m'inquiète un petit peu pour embrayer très vite sur ce que tu disais, hein, Raph, dans la mesure où là ça va être c'est devenu du coup automatiquement à 4 millions et quelques, je pense qu'on est obligé de le reconnaître, un putain d'étendard de la représentation du hobby. Et c'est vrai que du coup je me dis, est-ce que c'est une première étape, c'est-à-dire obligatoire, il faut faire un jeu mainstream qui édule plein de trucs, qui iconise le Space Marine, mais iconiser le Space Marine est limite même pas le problème. Je pense que c'est juste traiter peut-être un peu par-dessus la jambe cette tonalité dont je parlais tout à l'heure, pas présenter de contrepoint, tu vois, genre... Alors après, dans un jeu vidéo, c'est plus compliqué à faire que dans une série ou dans un film, tu vois, c'est vrai. Mais c'est forcément inquiétant dans le sens où c'est pas la représentation, même si on parle pas de politique, si voilà, vous êtes vous avez des boutons là quand vous nous écoutez, si on vous parle de ça, dites-vous quand même que c'est quand même une représentation finalement assez en surface de cet univers que vous adorez. Et tu peux te dire, enfin je sais pas, je me mets à la place des fans des Tyrannides, ça doit être super cool de voir tes unités jouer et tout, mais en fait tu fais ouais, mais genre je suis juste un putain de ennemi lambda, tu vois, l'esprit de la ruche, les persos peut-être nommés, ou les créatures les plus mystérieuses, type moi par exemple qui est pas les Gene Stealers, je trouve ça incroyable. Après, je pense qu'ils sont forcément dans la liste d'ennemis quelque part à un moment ou un autre, dans un PvE en mode où ça sera du close quarter, tu vois, Space Hulk-like, tu vois. Parasite de Mortrex aussi. Ouais, il y avait moyen de faire des trucs très très cool. Après, bon, comme je vous dis, c'est très compliqué de faire des gammes d'ennemis en jeu vidéo et qui fonctionnent, surtout avec de nombreux ennemis comme là les Tyrannides le sont. Donc je veux pas être trop méchant connaissant un petit peu la peine de ces développeurs là, mais c'est vrai que leur vision par d'autres répliques ou en tout cas mots qu'on leur prête peut aussi inquiéter, et voilà, bon, moi c'est que des racontars mais je peux vous les rebalancer comme ça. Moi j'ai entendu dire que les mecs de chez Cyber, c'est un peu la rencontre des plus premiers degrés des Américains avec les plus premiers degrés des Russes. Donc tu te dis, il manque peut-être cette école très britannique, très second degré, ironie, tu vois, qui vient de là-bas, et là où c'est né, dans Space Marine. Parce que c'est vrai qu'on a vu aussi beaucoup un fan de Warhammer 40 000 réagit, on a vu French Wargame Studio le faire, il y a Louise qui a fait une vidéo sur Space Marine 2, donc là c'est vraiment deux écoles très différentes, mais du coup, tu te dis, ouais, c'est cool parce que les gens ont l'air de kiffer. Et c'est beau de voir les gens, ouais, alors on est de retour avec tes lecteurs de comics en 2012, il y a Avengers qui sort, c'est le roi du web. C'est le même sentiment, tu vois. Mais
est-ce que, quand on voit ce qu'on s'est amené aussi dans d'autres cultures, est-ce que c'est pas un peu le début de la fin aussi, quoi? Genre, je suis un peu obligé, moi, enfin, je le ressens un peu aussi un peu comme ça. Et donc, l'avantage ou l'inconvénient, c'est qu'en fait, si c'est vraiment le standard qui sera développé, c'est que on va présenter Warhammer 40 000 d'une seule manière, qui peut-être plaira aux gens, mais restera ultra mainstream. Et ça veut dire qu'en fait, le reste du jeu, quelque part, le jeu de figurines, le reste de l'or, etc., lui va pas changer. Parce qu'en fait, le mainstream, là, le Space Marine 2 fonctionne en accord avec Warhammer 40 000 qui suit sa trajectoire, et limite, il n'y a pas d'accointance particulière, on va en reparler entre les deux. Mais peut-être que dans quelques années ça pourrait changer et les gens se dire ah ouais en fait c'est vrai que le côté un peu turbo débile les gens ils adorent, vas-y on va y aller à fond quoi. Et je sais pas, j'ai un petit doute. J'espère que ça va pas être le cas, mais je peux pas 100% comme toi. Je n'ai pas 100% sûr. Je suis pas 100% sûr parce qu'effectivement, si à chaque fois qu'on claque de l'iconographie Space Marine bien bourrine, ça fait du 4 millions de ventes ou plus. Ouais, tu te poses pas trop de questions. En fait, t'inquiète que les execs et les mecs du comité, enfin comment dire en français, le board, mais du comité d'administration, du conseil d'administration, pardon, ils vont pas se poser la question 3 fois. En tout cas, ils se poseront pas la question pour Space Marine 3, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, petite question comme ça au passage, qu'est-ce que t'attendrais d'un SM3 qui va arriver obligatoirement, mais... franchement, je pense, faites-moi enfin, là pour le coup, je dirais, changer de mode de jeu, arrêtez le TPS, et faites-moi par exemple un truc à la XCOM. Toi, t'es un suicidaire, quoi. Genre, tu changes de mode de jeu, quoi. Mais oui. Le suicide commercial assuré. Non, mais bien sûr. Mais en fait, moi, ce que tu vois, genre... Mais tu joues à Grey Knights, dans ce cas-là, ou Demon Hunters. Demon Hunters. Ouais, mais c'est pas pareil. Ouais. C'est... Non, tu donnerais les mêmes persos, donc des ultramarines, mais... Non, mais une kill team. Tu crées ta kill team. Ouais. Et après, tu fais un... Ouais, c'est vrai qu'une espèce d'adaptation, un tactical kill team, serait stylé. Ou un... Moi, je suis un grand fan des Fire Emblem, donc faites-moi un tactical RPG, tu vois. Ok. Franchement, je me dis, il y a tellement de types de jeux qui fonctionnent avec l'univers de Warhammer avec les Space Marines que let's go, en fait. Ouais, tu pourrais faire des trucs vraiment très très cool. D'ailleurs, tu te souviens de ce jeu Kill Team où tu jouais les Space Marines et c'était un... Comment on appelle ça, un twin stick shooter, donc tu bougeais les deux un pour on l'avait bien pensé à l'époque en coop. Du coup, on avait une arme spéciale dans Space Marine 2 et tout. Bon, bref, Space Marine 1 d'ailleurs, mais ouais. Moi, je sais pas trop ce que j'attends du 3, du coup. J'ai l'impression que la fin, avec une espèce de scène post-générique, tisse qu'on pourrait avoir peut-être pas forcément un DLC payant, mais une espèce de mission bonus. Une extension comme Blizzard le fait beaucoup, par exemple, tu vois. Après, je me demande si c'est pas plutôt ce qu'on... comment dirais-je, ce qui a été annoncé depuis, c'est-à-dire, enfin même avant en fait, c'est-à-dire que cet été a été annoncé, je crois que c'était à la Comic-Con, une série qui s'appelle Secret Level. Donc c'est une série anthologique animée qui arrivera sur Amazon, qui est dirigée par Tim Miller, qui dirigeait déjà Love, Death and Robot sur Netflix. Et donc c'est basé sur des univers de jeux vidéo. Donc c'est assez marrant parce que ce sera la première adaptation Warhammer 40 000 d'Amazon et pas celle d'Henry Cavill, puisque il s'agit il y aura un épisode anthologique du coup sur Warhammer 40 000, mais spécifiquement Space Marine 2. Et en fait je pensais que ce serait un préquel. Et apparemment ça a été annoncé comme une suite, et je crois que dans le trailer on voit des véhicules du cult Gene Stealer. Et en fait je me demande si du coup la fin du jeu tisse pas l'épisode plutôt qu'une suite, parce que ils disent qu'ils ont une mission, et je me demande si c'est tiens, avec ton expertise viens voir s'il n'y a pas un club Gene Stealer, et ça serait l'univers du jeu. Et bon, ça pourrait aussi lui-même, l'épisode pourrait amener vers un DLC ou vers un SM3. Mais du coup, c'est vrai que ce serait assez intéressant de voir le Gene Stealer culte, quoi. Si tu voulais vraiment continuer l'histoire, ce serait peut-être un peu ce que j'attendrais d'un SM2, quitte à réutiliser SM3 d'ailleurs, mais quitte à réutiliser très vite les assets, parce qu'en fait, repartir sur là un dev de 6 ans, voire plus, tu vois, d'attente, comme on l'a connu, avec des nouveaux ennemis, ça serait top. Mais en même temps, tu te dis, en fait, les tyrannides, vous les avez bien poncés. Est-ce qu'il faut pas réutiliser les trucs, mais avec un système, tu sais, de peut-être un peu RPG, Mass Effect 3, de genre, ok, tu sais que ce système est condamné avec les tyrannides, et genre, qu'est-ce que tu fais, à quelle planète, parce que là, t'es à la phase d'invasion numéro 3, donc tu vas tomber sur tant d'espèces, presque un peu gamifier un peu tout ça, et aussi rendre à Titus ses lauriers, parce que je trouve c'est un personnage inexistant à l'heure actuelle, tu vois. C'est Random Space Marine numéro 4. Et c'est assez terrible. Et sinon, une autre piste que j'avais eue, c'était de partir sur en gros Space Marine du chaos, quoi.
Ouais. Mais genre vraiment, alors pour moi, ce serait presque une sorte de spin-off où tu pourrais réutiliser pas mal de trucs, ça serait un jeu moins cher, mais où en fait c'est quasiment le même gameplay, sauf qu'en fait t'as genre jamais de mine, et tout le gameplay c'est piller des planètes, tu vois, pour stuffer ton vaisseau. Ça c'est ton dream, voler des c'est ton dream game, ça. Ah ouais, j'aimerais trop faire un jeu sur les marines du chaos, engagez-moi. Mais ça aussi, tu vois, intéressant pour dire, bah ouais, en fait, t'aurais le jeu spin-off où t'as l'autre point de vue, tu vois, ça serait super intéressant aussi. Une campagne complémentaire. Ouais. Du point de vue du chaos. Ouais, bah mais ça, ils ont loupé, tu vois, par exemple, parce que t'as le PvE qui est une campagne qui se passe pendant la campagne. Oui. Et en fait, c'est nul parce qu'ils ont mis des persos que tu customes, donc ils ont la voix d'un perso qui est un ultramarine, mais toi, t'es pas un ultramarine. Du coup, t'es piégé un peu dans la voie et tout. J'ai pas compris ce qu'ils ont essayé de faire. Et qu'ils leur ont donné des noms propres et tout. Ça ne marche pas. Et je me demande si c'est pas juste une réhute de dire en fait, la campagne, tant pis, elle devait faire 12 heures, elle en fera 6, mais on aura un PvE. Tu vois, et en plus du mode horde. Et du coup, bah, ces persos-là, qu'on devait jouer en switchant de point de vue, ce qui est souvent un bon truc dans le jeu vidéo d'ailleurs. Bon, on le fait pas, mais du coup, parce que t'avais une autre escouade de 3, quoi. Ouais, c'est l'équipe B, quoi. Ouais, c'est un peu l'équipe B, elle est un peu. Et d'ailleurs, elle a un peu plus de swag, parce qu'ils ont chacun une armure différente et tout. Donc, je trouve que notamment le River est assez stylé. Le voice acting est très bon sur ces classes-là. Oui. Les mecs qui font les trucs des classes dans le PvE et PvP sont super bons. Bon, bref, petite parenthèse fermée. Mais ouais, Space Marine du Chaos. Ça semble compliqué parce qu'il n'y a pas le même appétit des gens pour les Space Marines du Chaos. Par contre, un truc que tu pourrais faire, c'est aller dans l'année de service, les années de service de Titus dans la Death Watch et faire un prequel, sequel où tu peux affronter plusieurs espèces Xenos, tu vois, et tu refous les tyrannides, tu remets les orques et tu mets, je sais pas, les nécrons, et genre en fait. Surtout que les nécrons ils sont teasés de ouf dans la campagne. Les nécrons sont vraiment bien teasés. J'ai vraiment cru au 3e ennemi, tu vois, genre je me suis dit, ah putain, s'il le cache, c'est qu'à un moment, juste une petite phase. Mais non, donc ouais, c'est bien teasé. Et c'est vrai qu'en fait, souvent, les Xenos font un peu les ennemis, tu vois. Parfait quoi. Et moi j'aimerais trop aussi imaginer, tu vois, des fois de me dire ouais putain, imagine tu dois soumettre une planète, tu vois, là aussi tu vois un truc glauque, tu vois, en mode ouais, la planète elle s'est rebellée, les gardes impériaux faut les massacrer, tu vois, et genre t'es en mode t'as 30 gars en face de toi, et en fait je me suis dit je pense qu'ils feront jamais ça. Non, ils feront toujours du Xenos. C'est trop premier deck ça. Et du coup par contre tu pourrais le faire avec des Space Marines du Chaos. Bien sûr. Tu joues le méchant donc tu massacres des types. Bah ou alors tu joues en vrai si ça pourrait marcher, par exemple tu joues des taux et tu dois faire une sphère d'expansion et en gros j'aimerais beaucoup faire un jeu taux. Et tu sais genre t'as littéralement ouais c'est ça, tu sais genre littéralement t'arrives sur une planète et genre la planète est offert un choix et c'est genre choix vous êtes assimilé par l'Empire Tau ou non. Et s'ils choisissent non, bah c'est conflit, tu vois. Yes. Bon, en tout cas, vous voyez, on a pas mal d'idées pour la suite. Il y a une autre suite dont on n'a pas parlé, mais qui est en fait aussi plus une sorte de préquel. C'est la continuité chez Games Workshop. Et alors là, on va terminer le podcast là-dessus pour revenir un petit peu au hobby et pas trop embêter ceux qui nous écoutent pour ça. Mais c'est quand même super bizarre. Ouais. C'est qu'il y a eu un jeu de figurines Space Marine 2 qui a été destiné au supermarché américain, qui est sorti bien avant le jeu. Ouais. Moi, je crois que c'était au début d'année, donc plusieurs mois avant, avec une figue de Titus qui est assez affreuse. Alors déjà que Titus n'a pas le meilleur skin du jeu, genre vraiment... c'est un lieutenant primaris générique. De base, quoi, je le trouve vraiment pas ouf, mais quelque part, des fois, le côté vanille a un côté un peu sexy. Et je trouve la figue, elle est dégueulasse. Et du coup, ce jeu est sorti pas dans les Games Workshop, que pour le marché américain, en tout cas dans un premier temps. Et bien avant le jeu. Donc je comprends pas l'absence de marketing autour de ça, surtout qu'on a dit, il y a eu des synergies, ils ont fait des tutos peinture, des tutos de conversion de comment recréer, tu vois, les pièces que tu as dans le jeu. Donc ils ont quand même créé leur équipe community, content et tout, elle a créé des trucs autour de Space Marine 2, mais tu te dis, putain, mais à part un onglet qui a été créé sur le site vu dans Space Marine 2 où tu as les filles qui sont dans le jeu, personne chez Games Workshop s'est dit, putain, il faudrait peut-être qu'on crée une espèce de... une boîte de figurines qu'on pourrait vendre aux gens qui arriveraient dans les Games Workshop en disant tiens j'ai joué à Space Marine 2. C'est la boîte Space Marine 2. Par où je commence. Ah t'as joué à Space Marine 2. Bah voilà, dans cette boîte là il y a Titus, j'ai perdu le nom des deux autres et un pinceau et 3 pots d'Ultramarine Blue. Enfin tu vois ce que je veux dire, mais tu te dis ils ont pas pensé, c'est un truc de fou quoi. Ou même éventuellement un jeu plateau qui serait inspiré de Space Marine 2 et qui serait une boîte de démarrage de 40 000. En plus en ce moment les tyrannides sont dans la boîte de démarrage. Tu te dis mais putain, mais personne ne s'est dit tiens faut qu'on fasse une boîte à 70 balles. Tu veux dire comme la ressortie de Kill Team par exemple, où dedans il y a littéralement une Kill Team de Primaris qui aurait pu permettre d'incarner chacun des spécialistes en armure. Exactement, tu vois. Mais c'est très bizarre. Genre vraiment je me suis dit putain c'est quand même chelou qu'ils y aient pas pensé, et je me suis posé la question, je te la pose.
est-ce que Warhammer 40 000, enfin Games Workshop est dans une telle situation hégémonique qu'ils ont même plus à penser à ça? C'est-à-dire, le taux de conversion, il est tellement fort, il n'y en a même plus besoin, on n'arrive déjà pas à suivre la demande, on va pas commencer à convertir des gens. Rappelle, ils ont vraiment peur du succès, quand il y a eu le Seigneur des Anneaux, dans cette conversion-là, ils se sont cassés la gueule et tout, ils ont eu peur. Donc peut-être qu'ils ont juste plus la déterre, ou peut-être que, en fait, ils y ont vraiment pas pensé, et là c'est quand même con. Parce que je pense que ils se sont peut-être dit, ça pourrait convertir, mais de toute façon, on va vendre quoi? Allez, 500 000 copies, tu vois. Et ils ont vendu 4 500 000 copies, et genre là, ils doivent se dire, putain, on n'a rien à leur filer. Même la figue de Titus à part. Bah oui, moi, la figue de Titus, le jeu, il me fait 4 millions de exemplaires, je suis Games Workshop, je dis, les gars, à Noël, tout le monde va vouloir la figue de Titus. Même s'il est dégueu, tant pis, je l'ai fait widely available, tu vois, tout le monde a son Titus. Quoi. Surtout que le capitaine Primaris, c'est 32 balles, donc let's go, tu vois. Un lieutenant, quoi. Enfin, genre, et puis pareil, je me suis dit, putain, il y a des boîtes Hammer and Bolter. Avec des escouades qui sont trop cool. Donc qui sont avec super bien. Black Talon, et puis même l'autre avec Calisetol qui est super. Et je me dis putain, mais personne n'a eu l'idée de mettre les persos du jeu, les 3 persos du jeu, et dans une boîte, et y compris tu vois le vilain. Alors le vilain est plus une sorte de variante des figues Frozen Suns, mais tu vois, tu foutais même les persos Space Marine du jeu, les 3. Tu vendais ça 50 balles, les gens, je suis sûr, ils achetaient, tu vois, pour avoir un titre stylé, quoi. Tu fais une nouvelle, comment on appelle ça, une nouvelle combat patrol tyrannide où tu mets 3 guerriers, des Termagants, un Carnifex, tu l'as dit tout à l'heure, tu montais une kill team. Oui, bah oui. En vrai, t'as de quoi faire une kill team avec les persos du jeu, les 3 de l'équipe A et les 3 de l'équipe B. Bien sûr. Voilà, t'es kill team, tu vois. Alors après, ils ont pas une flavor de ouf, mais allez, tu t'en fous, c'est vanilla, c'est le travail. Tu leur fais, tu fais une série Space Marine Heroes basée sur Space Marine 9, je sais pas, qu'est-ce que vous avez foutu, les gars? Je pense que c'est un truc de ouf. Moi, je suis en mode, genre, vraiment, l'absence de synergie me fait crever de rire. C'est-à-dire, vraiment, les mecs ont même pas... Il y a un gars qui s'est dit, on fait un jeu, on fait un board game, là, pour les ricains, et on va pas nous saouler. T'es en mode, mes frères, si le jeu, il marche, les gens, ils vont venir et ils vont chercher la fille de Titus. Après, en vrai, eu l'égard des témoignages nombreux maintenant qu'on a de Louise, Peachy et autres anciens de GOE. On n'est pas vraiment surpris. On n'est pas surpris parce que Louise, notamment, dans une vidéo fort en question, elle parlait beaucoup de ça et elle disait la créativité chez Game Workshop c'est beaucoup étouffé dans l'œuf parce qu'elle disait elle-même quand elle était dans plusieurs équipes elle a fait plein de rôles différents et à chaque fois elle a été porteuse de projets et d'initiatives qui ont systématiquement ça a pas été au bout, et tu vois moi je pense que c'est plutôt ça, c'est qu'à mon avis il y a en interne des passionnés, il y en a, on le sait très bien, et des gars qui sont allés taper à la porte de James Workshop en lui disant hey gars une kill team là avec les mecs de genre Maxime Corbeil et je sais pas quel autre sculpteur, t'inquiète, ils sont chauds là, ils sont dans les starting blocks, tu leur donnes le mot d'ordre, ils y vont, tu vois. Et c'est surtout qu'ils modélisent les assets d'après les figues, donc encore une fois j'aime bien quand ça va dans les deux sens. Bien sûr. Moi j'aurais kiffé, honnêtement la figue de Titus elle serait pas si dégueu, je l'aurais prise et je l'aurais peinte et ça m'aurait été mon petit kiff, tu vois. Et je l'aurais offert à quelqu'un qui est fan du jeu, tu vois. Bien je l'aurais peint et offert à quelqu'un qui est fan du jeu. Ou ça pouvait faire une boîte, si c'était pas trop cher et que t'avais 3 marines et des peintures, une boîte de lancement. Thématique pour les gens jeunes et moins jeunes qui vont aller dans les Games Workshop. Après je me pose une vraie question, et au vu des résultats financiers de Game Workshop, je pense que cette question est légitime, elle est vite répondue. Je pense que est-ce qu'aujourd'hui Game Workshop est encore dans une volonté de convertir de nouveaux hobbyistes, sincèrement. Parce que c'était la question entre les... Enfin, tu la poses mieux que moi, mais c'était la question que je me posais. Parce que sincèrement, on l'a vu dans les résultats financiers et la autres... La vérité, c'est qu'ils en ont pas besoin. Non, parce que... parce qu'ils n'arrivent pas à suivre. Et alors t'as ça, et le fait qu'aujourd'hui, leur plus gros CA, il provient des baleines, comme on appelle ça en anglais, qui sont les clients qui sont déjà acquis à la cause depuis très longtemps et qui dépensent des sommes astronomiques. Ouais, mais dans ce cas-là, est-ce que même eux, une boîte inspirée du jeu avec les 5 figues ultra classe à 70 boules, ils l'auraient pas payé? Non, je pense pas. Eux, ce qui les intéresse, c'est quand tu le vois, c'est... Tu penses que des gens n'auraient pas acheté des Space Marines alors qu'ils achètent que des Space Marines tout les gens, ils achètent des Battle Force ou ils achètent des combats patrol, tu vois. Mais ça, par contre, tu faisais un move où tu les mettais dans une grosse boîte. Ils font ça à chaque nouveau codex. Ah, tu veux les nouvelles figues, faut acheter le truc à 160. Voilà, et ils auraient fait ça. Là, les gens, ils auraient acheté, parce que là, il y avait en plus les scalpers, donc les spéculateurs qui pouvaient se faire du pognon dessus. Non, mais je trouve que l'absence de trucs est assez ouf. Mais par contre, je pense que t'as raison, on n'en est plus là. Parce qu'on voit que la gamme de produits, elle fonctionne plus comme ça. Et sur l'entrée de gamme, c'est minimum au niveau des efforts. Donc on sait qu'ils ont plus besoin de ça. Par contre,
là où moi je trouve que c'est assez flippant, c'est que potentiellement ça veut dire... Alors après c'est bien aussi des fois de pas toujours vouloir grossir, on va pas transformer Games Workshop en altermondialiste, mais ce que je veux dire c'est que c'est aussi ok de se dire bah nous notre core business c'est les filles et les mecs qui en achètent depuis tant de temps, très bien, mais du coup je me dis frère là 4,5 millions, mais là la série potentiellement elle méga cartonne, les Games Workshop ils sont pris d'assaut, les mecs ils pourront plus nous servir nous et les nouveaux. Donc il va falloir faire un choix. Alors du coup le problème c'est que on pourra pas le faire. C'est-à-dire que si à un moment t'as 15 000 fans de Henry Cavill qui achètent la figue d'Henry Cavill et toi tu peux pas mettre la main dessus, tout le monde râle. Donc au final j'ai un peu peur que... Je comprends pourquoi il joue comme ça pour l'instant, mais je me dis peut-être qu'à un moment il va falloir aussi un peu ouvrir vers un grand public. Après il y a un autre problème qui s'est présenté, et ça pour le coup j'ai vu passer sur Reddit beaucoup de témoignages qui allaient dans ce sens-là, de gens qui témoignaient de dire voilà mon fils a joué à Space Marine 2, il a adoré, du coup il m'a dit papa Go Game Workshop, enfin go acheter des Space Marine, et le gars est allé avec son gamin au GOE local parce que bah, c'est un néophyte total, hein, donc il se met, là imaginez, vous êtes qui écoutez le podcast, vous êtes des hobbyistes chevronnés pour la plupart, vous savez, vous passez par des revendeurs, Vinted, que sais-je, mais prenez vraiment le gars le plus vanille du monde, qui connaît rien, il a une boutique Warhammer dans sa ville, il va à la boutique Warhammer parce que il fait l'association, et en fait, ce que le gars disait, c'est moi je suis allé avec mon fils au Warhammer, j'ai vu le prix d'une boîte de Space Marine. J'ai fait cette ciao. J'ai vu qu'après le gars il m'a dit il y a pas que la boîte, il faut que vous achetiez la sous-couche, les peintures, le pinceau, le machin, il a dit du coup ça faisait $220 pour tout. J'ai dit à mon gamin, il est hors de question que tu commences un hobby à $220 pour un truc que potentiellement en plus au bout de 6 mois, tu vas me dire ouais c'est bon, j'ai peint mes 5 Space Marine, j'en ai plus rien à foutre, tu vois. Et des mecs, des témoignages comme ça. Tu m'agresses moi. J'ai rien fait. Tu vois, je vais peindre papa. Sur Reddit, des témoignages comme ça, en fait, j'en ai lu plein. Ouais, mais... Et de plein de pays. Et je me dis... Oui, c'est vrai qu'il y a une barrière d'entrée qui est énorme. Mais je pense qu'on peut pas nier que... Alors, c'était l'avantage du Seigneur des Anneaux, c'était pas cher. C'était même moins cher que Warhammer. Donc, il y avait un côté... Et il y avait ce côté collection achète. Oui, bien sûr. C'était encore plus accessible. Donc, c'est vrai, effectivement, le produit étant pas accessible, même s'il faut peut-être mieux pas qu'il force la conversion, parce que la conversion est très difficile par rapport à ça. Mais bon, j'ai envie de te dire, frère, si à ton gosse, tu lui achètes 70 balles chaque jeu sur la PS5, qu'est-ce que tu viens me parler que c'est cher? Enfin, tu vois... Deux poids, deux mesures. Ouais, c'est ça. Mais bon, on en reviendra à le hobby, combien il nous apporte en nombre d'heures versus voilà. Les jeux vidéo. Et on va terminer sur ce débat. C'est vrai que c'est une remarque intéressante parce que c'est vrai qu'il est bon de se rappeler aussi qu'eux, ils veulent pas forcément grossir ou forcément ils vont se frotter à tellement de résistance parce qu'ils savent que eux, c'est compliqué pour les nouveaux arrivants de passer devant cette montagne du prix. Et c'est légitime, hein, surtout dans le monde dans lequel on vit. Bah, effectivement, qu'ils disent autant rester avec nos amis les baleines. Ou alors, les Space Whales. Ou alors, on peut en tirer du positif, c'est-à-dire qu'il y a potentiellement 4 millions de joueurs qui, peut-être pas les 4 millions, mais disons, ne serait-ce que déjà, un quart de ces joueurs qui veulent convertir, enfin qui veulent s'intéresser à Warhammer 40 000 au jeu de figurines, la demande est telle, et le frein du prix d'entrée est tellement fort, que GW est obligé de faire un move qui, là, pour le coup, va nous arranger, à base de je crée une nouvelle gamme de produits d'appel, moins chers, et ça permet de convertir. Ce qui était un start collecting à un moment. Voilà, et ce qui a été leur move pour l'apparition des start collecting. Ouais. Parce que du coup, le prix d'entrée était devenu trop fort, et ils ont dû revoir tout à la baisse sur les produits d'appel, et ça a été obligatoire. Après, toute cette histoire est un peu un cycle. Depuis, on a des trucs où il n'y a même pas le double de figue, mais il y a le double de prix dans un... Mais si, on va dire, s'il ne peut y avoir qu'un effet positif sur le pricing GOE à cause de Space Marine 2, ce serait cool. Ouais, forcément, de toute façon, ça sera remonté par les propriétaires des boutiques indés ou pas là-dessus. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui viennent, qui demandent après Space Marine, c'est cher, est-ce que vous pouvez pas créer un ou des produits là-dessus? Ça peut être une dimension positive au-delà de la découverte de l'univers aussi, qui est toujours très sympa. Parce qu'on ne gatekeep pas ici. Non, ici on ne gatekeep pas, même si, comme vous l'aurez compris dans ce podcast, on ne nerdise pas non plus, si totalement, mais on espère que du coup justement ces petits points de détail, ces petits écarts que j'ai pu faire sur les productions de jeux vidéo, la situation aussi par rapport à Games Workshop avec laquelle on a terminé, vous auront plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, commenter, partager ce podcast partout autour de vous, c'est très important. Nous rejoindre sur le Discord pour discuter avec la communauté, on a un Discord qui est très actif, donc j'en profite pour remercier tout le monde de ce point de vue là.
Et puis aussi nous soutenir sur Tipeee pour nous aider à acheter des nouveaux micros, payer l'hébergement et une figurine de temps en temps. Non, on ne gagne pas encore assez pour se payer des Battle Force de Noël, donc rassurez-vous, ça sera utilisé à des fins purement podcastiques. Merci Raph d'avoir été mon invité pour cet épisode et on se retrouve très vite pour une prochaine émission. Ciao. Merci, bisous. Bonus Trax. On l'a déjà dit, donc on va pas enfoncer non plus ce titre, mais c'est vrai que c'est quand même parfois... Alors... je vais refaire. Alors, Mouti, il faut arrêter d'activer la claque, s'il vous plaît. Tu vas te cramer les pattes. J'ai vu une meuf qui a dit que son chat, il avait failli la tuer comme ça. Ah ouais. Il a allumé la plaque pendant la nuit, pendant qu'elle dormait, il y avait une casserole vide dessus, et ouais. la casserole a pris feu en fait. Ah putain...